J'ai été trompé, je pense, plus d'une dizaine de fois, tu vois, j'ai créé des angoisses. Moi, la relation, elle s'est abrégée sur le fait que je retrouve un mec chez moi dans mon lit. Tu fais des cauchemars toutes les nuits où tu re-rentres chez toi et tu refais la scène 1000 fois. On couche ensemble, un soir, on est sous, la capote elle craque, je m'en rends même pas compte, tu vois. Mais quelques semaines plus tard, ouais, je reçois un message, coucou, tu vas être papa, quoi. Moi, je ne supporte plus ces entrepreneurs qui passent 3-4 heures d'interview à t'expliquer les clés du succès et qui ne parlent pas une minute de leur femme, quoi. Si demain, j'ai quasiment plus d'argent, je pense que je préfère manger des pâtes tous les soirs que arrêter de voir ma psy. Je fais toutes les conneries possibles et inimaginables pendant un mois en Thaïlande. Tout. Vas-y, raconte. Tu peux pas. Bah, ça va être réservé aux adultes, quoi. Avant que l'épisode commence, comme tu le sais, je viens à peine de lancer ce concept, cette chaîne, où j'invite des entrepreneurs, qui soient successful ou pas, et on parle de tout, sauf de business. Donc si tu aimes ce concept, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir que tu soutiennes la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant et même commentant la vidéo. Ça va montrer le soutien que tu peux m'apporter. Je te souhaite un très bon épisode. Du coup, Bart, pour commencer le podcast, je demande toujours à mes invités de se présenter. Pour les auditeurs, pour les personnes qui regardent. Si tu peux te présenter un petit peu rapidement pour qu'on sache qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Et puis après, on va creuser un petit peu les petits sujets et on va parler de tout sauf de business. Ça va être dur de pas parler business, que moi c'est un peu toute ma vie, mais du coup je m'appelle Barthélemy Fent, comme j'aime bien le dire, hormis la police et les impôts, tout le monde m'appelle Bart. Et j'ai 33 ans, je suis papa de 2 enfants. Le premier que je vois peu, parce qu'il habite en Thaïlande, il va avoir 10 ans bientôt. Ouais. Et le deuxième qui s'appelle Solal, de 2 mamans différentes. Je suis séparé des 2 mamans aussi, je tiens à le préciser. Mais je m'estime généreux, ambitieux et très chanceux dans la vie. D'accord. C'est 3 mots que j'aime retenir et qui guident un peu mon quotidien. L'ambition, parce que j'ai envie de créer des choses grandes. Généreuse, parce que c'est un peu un combat intérieur. Je pense que j'ai grandi avec beaucoup de peur du manque. Et du coup, j'essaye de donner le plus possible. Et chanceux, c'est pour me rappeler à quel point, quand tu nais en France, dans une famille de classe moyenne, en tant qu'homme blanc, t'as quand même beaucoup de chance dans la vie. À l'échelle du monde et à l'échelle de la vie sur Terre. C'est vrai. Donc j'aime bien me le rappeler, quoi. Donc comme on vit un peu dans ces prismes, tu vois, de création de contenu, d'entrepreneuriat, de business, avec beaucoup de luxure, on parle beaucoup d'argent. C'est vrai. J'aime beaucoup me rappeler, comme j'ai vécu en Thaïlande, j'ai découvert beaucoup de pays du tiers-monde, j'aime beaucoup me rappeler que j'ai de la chance comparé à tous ces gens-là. Ok. Et du coup, tu fais quoi pour gagner ta vie maintenant ? Et ouais, effectivement, j'y viens. Moi, je me définirais plutôt comme un entrepreneur avec une grosse partie de mon business qui repose sur la création de contenu. Et aujourd'hui, j'ai 2 entreprises qui me rapportent, on va dire, 80% de mes revenus. La première, c'est un média qui s'appelle Extraterrien, qui était à l'origine un podcast et qu'on est en train de développer comme un média dans lequel, effectivement, on fait des interviews d'athlètes de haut niveau et on fait plein de micro-contenus sur les réseaux sociaux. Et on fait de plus en plus de contenu pour les marques, en marque blanche aussi, avec l'expertise qu'on a créée sur la viralité, la vidéo, le storytelling. Et une deuxième société que j'ai créée cette année, qui s'appelle les Extra Bootcamp, et qui apprend aux créateurs de contenu, et notamment aux podcasteurs, à vivre de leur contenu. Puisque moi, j'ai bien galéré avant d'en arriver là. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Je suis assez content. Et l'ambition pour les 5-6 prochaines années, c'est vraiment de devenir un groupe média avec une boîte de prod, une régie publicitaire, des studios de production, des sociétés de conseil en images. Et du coup, je m'entoure de gens hyper compétents et qui ont des compétences et des traits de personnalité que je n'ai pas pour gérer ces business-là. Et moi, me concentrer sur les expertises sur lesquelles je suis bon, à savoir la vente, le storytelling et le copyright et tout ce qui a trait un peu au marketing et au packaging des offres. Voilà un peu pour ça. Maintenant, si tu veux, on peut
coupé sur la partie business après cet instant promo bien travaillé. C'est ça, on a et parlé. assez carré. C'était le moment business. Et du coup, ça représente en termes de CA ton activité Extra Bootcamp et du coup le sponsoring, ton podcast, etc. C'est 50-50 ou déjà l'Extra Bootcamp a pris le dessus ou... Non, le but c'est vraiment que la partie média reste la plus grosse en termes de chiffre d'affaires pour l'instant. On devrait clôturer l'année aux alentours de 170 000 euros de chiffre d'affaires à peu près. C'est bien. C'est pas mal, ouais. Pour un podcast, c'est dingue, je trouve. Ouais, ça commence à être bien. Donc l'idée, c'est de passer à vrais médias, tu vois, et de développer tous les autres canaux. Et les extra bootcamp, je crois qu'on devrait faire 50 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Parce qu'en plus, tu l'as lancé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Il y a 6 mois. C'est ouf, hein. C'est cool. Ouais. C'est toujours les premières étapes qui sont les plus dures. Et puis après, en fait, une fois que tu as construit une notoriété, que tu as construit une vraie expertise, lancer d'autres business, si tu as bien travaillé ton personal branding et que tu as construit des communautés autour, et aussi ton réseau. Moi, j'ai pas un très bon personal branding, tu vois. Je m'égare un peu souvent, j'écris beaucoup avec mes émotions. Je suis assez spontané dans mon écriture. Et des fois, je peux paraître un peu bipolaire, tu vois. Je le suis pas, mais c'est juste, tu vois, j'écris sur LinkedIn ou sur les réseaux comme j'écrirais dans mon carnet de pensées, tu vois. Mais j'ai quand même une certaine... Enfin, j'ai quand même une certaine expertise, tu vois, et un certain réseau aussi. Beaucoup de gens, je prends du temps pour les gens, en fait. Je voulais en parler de ça aujourd'hui, tu vois, justement... Désolé, je digresse hyper vite, mais j'essaye d'entretenir et de construire mon réseau et d'être, tu vois, au plus possible dans les relations. Et c'est un truc que j'entends, que j'ai entendu notamment sur ton podcast, beaucoup de créateurs de contenu, tu vois, qui... Je vais pas dire qu'ils se plaignent, mais qui mettent en garde un petit peu sur effectivement l'utilisation des réseaux et qui vont parfois se plaindre un peu des comportements qu'il peut y avoir en ligne, tu vois, sur le feedback non sollicité, sur les haters, tout ça. Mais quand tu crées du contenu, faut aussi accepter que tu vis de ça, quoi. Que tu vis de créer de l'engagement. Et moi, j'essaye de plus en plus reconnaissant, en fait, même de ces haters-là. Parce qu'en fait, finalement, c'est de l'engagement, tu vois. C'est de l'engagement très fort. C'est vrai. De toute façon, plus tu as de haters, plus ça te donne de la visibilité aussi. Ouais, exactement. Puis on le voit beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gros créateurs de contenu qui ont beaucoup de haters et qui cartonnent, quoi. Mais du coup, moi, tu vois, sans avoir un très bon personal branding, j'essaye de nouer des relations fortes. Et du coup, quand j'ai lancé des nouveaux business, je vais pas forcément avoir beaucoup de gens qui vont foncer sur le produit, mais je vais en avoir quelques-uns qui vont me faire vraiment confiance aveuglément et qui vont me suivre. Et c'est plutôt ces gens-là qui vont être derrière mes ambassadeurs. Donc c'est plus ça ma stratégie. Et encore une fois, c'est le début qui est le plus dur, mais une fois que t'as construit ce réseau-là, que t'as construit un peu cette expertise-là, tout devient plus facile. Après, en soi, Extraterrien, on l'associe beaucoup à toi. C'est finalement, vrai. Donc, inconsciemment, ce personal branding qui s'est créé autour on l'associe à toi aussi. Enfin, tu vois, Extraterrien, on l'associe à Bart et ton visage, il est connu en fait un petit peu. Tu vois, t'es sur toutes les interviews, donc. Je sais pas. C'est vrai. Et c'est assez marrant, c'est assez nouveau pour moi d'ailleurs parce que j'ai commencé à filmer les interviews il y a 1 an et pendant plus de 3 ans et demi, Extraterrien c'était juste une voix, tu vois. Et au marathon de Paris, l'année dernière, j'ai mis un t-shirt extraterrien, tu vois, avec extraterrien dans le dos. Et il y a eu une quinzaine de fois, j'ai compté 14 personnes en tout, qui sont venues me voir en me disant « Ah, c'est toi qui tiens le podcast ?» Et les gens n'avaient jamais vu ma tête, tu vois. Et depuis qu'on a mis la vidéo, je commence à m'exposer, il y a des photos sur LinkedIn, il y a cette partie-là, et c'est nouveau pour moi. Et je dois l'incarner, je dois le travailler. Tu vois, j'apprends la photo, j'apprends un peu la vidéo, l'expression scénique. Mais j'aimais bien être juste une voix, être anonyme. Tu vois. C'est un confort, je trouve, dans le podcast, sans vidéo. Et pourquoi tu as fait le choix, du coup, maintenant d'associer ton visage à te faire du personal branding
On parle un Plusieurs. peu business, mais c'est pas grave, c'est quand même intéressant. Ouais, pour trois raisons. Je pense que l'ambition, c'était effectivement d'amener le podcast à un média beaucoup plus ambitieux et que ça passait par la vidéo. Et que si tu fais un format d'interview aujourd'hui, ça passe beaucoup par la personnalité de l'intervieweur. Donc c'était important d'incarner cet intervieweur. Et moi, je prenais énormément de plaisir à être cet intervieweur. Donc je me voyais pas me sortir de ce rôle-là. C'était comme une partie de moi. C'est vrai. Ouais, ça aurait été une partie de moi qui se retirait. Et j'étais pas prêt à ça. Et la deuxième chose, c'était que j'avais envie aussi de communiquer sur des sujets un peu plus larges que juste les podcasts de sport. Et tu vois, que j'avais envie de parler un peu de business. Et que justement, j'avais pas envie de l'associer. Enfin, j'avais envie de créer une deuxième audience, tu vois. Une deuxième audience qui avait plus envie de parler de business, plus envie de parler de création de contenu. Et c'est pas du tout la passion des auditeurs principaux de mon média, tu vois. Les auditeurs enfin, l'audience de mon média, elle veut du sport, elle veut du développement personnel, et ça l'intéresse pas de parler de tout ça, quoi. Donc c'était une façon pour moi de satisfaire ma curiosité intellectuelle et de pouvoir m'exprimer sur d'autres sujets. D'accord. Sur une autre plateforme. Ok, intéressant. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux me dire où tu es né et dans quel type d'environnement tu es né? Je suis né à Paris dans le 12e, l'hôpital Trousseau, vendredi matin, fin juin, 29 juin exactement, 90. Il faisait extrêmement chaud ce jour-là. Ma mère a dû faire une césarienne parce que j'avais fait des tours avec le cordon ombilical autour de mon cou. Ah. Et j'étais à l'envers, en fait, j'arrivais pas à me déplacer. Ouais. Donc j'avais déjà, je pense, j'avais déjà pas envie de sortir, quoi, tu vois. J'avais déjà fait n'importe quoi à l'intérieur du ventre de ma mère. Donc je lui ai pas rendu la vie facile dès le début pour elle. Désolé maman, je suis pour ça. Déjà très énergétique, je mettais déjà beaucoup de coups. Voilà, c'est ce que je peux te dire un peu là-dessus. Et puis t'es quelqu'un d'énergique? Ouais, je suis complètement hyperactif. D'accord. Ouais. J'ai mis du temps avant de mettre des mots dessus, mais ouais, trouble de l'attention, trouble d'hyperactivité, voilà, j'ai le package. D'accord. Donc t'es un pur produit parisien. T'es né dans le 12e. Ouais. Parce que tes parents vivaient dans le 12e? Ouais, il me semble. Mais j'ai pas de souvenir à Paris parce que mes parents sont très vite allés en banlieue, juste à côté du bois de Vincennes, à Fontenay-sous-Bois. Ce qui était super parce que j'avais les bons côtés. Enfin, ouais, vraiment, on a grandi avec les bons côtés de Paris. En même temps, d'être juste à côté du bois et de la forêt, ça te permet de faire du sport, ça te permet de t'évader et d'avoir quand même un contact à la nature. Avec le recul, là, je te dis, à 33 ans, j'ai qu'une seule envie, c'est de quitter Paris, si possible, 50% du temps. Ma vie idéale, ça serait ça, ouais. Tu vis à Paris, là, actuellement? Ouais, dans le 11e, ouais. D'accord. Et t'aimerais retourner, du coup, en banlieue proche ou carrément vraiment dans la nature? Ouais, dans la nature. Je me verrais bien dans les Alpes, tu vois, avec une petite maison face aux montagnes. Allez, tu vois, 45 minutes de route d'une gare pour rejoindre Paris, tu vois, max. Pouvoir faire du vélo, crapahuter, et vraiment couper du monde, tu vois. Pas de réseau, pas de bruit, les vaches et tout. Et j'aimerais bien faire les deux, tu vois. Non, je te rejoins. Je pense qu'avec l'âge, c'est vraiment un truc qui nous arrive en pleine tête. On a besoin de calme, quoi. Ouais. C'est fou. C'est fou à quel point le silence, ça fait du bien, quoi. Est-ce que plus jeune, t'étais plutôt en mode, moi j'ai besoin de la ville, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de plein de choses, enfin il faut que je sois dans une grande ville. Parce que moi j'ai été comme ça, et maintenant je veux juste du calme, je veux qu'il y ait personne, je veux, tu vois, je veux une vie tranquille. Je critiquais les personnes plus âgées, tu vois, qui restaient dans le calme, etc. Est-ce que tu parles plutôt de la vie en société avec les gens, tu vois, ou le rapport plutôt avec l'effervescence et l'énergie? Plus effervescence, tu vois, être dans un endroit où ça bouge, en fait, où il y a des choses qui se passent. Bah, je pense que moi, pour ma part, en tout cas, j'avais un peu de peur de l'abandon plus jeune, et j'avais besoin un peu de reconnaissance.
Du coup, avoir de l'énergie autour de moi, c'est quelque chose qui me nourrit. Enfin, m'a nourri, en tout cas, pendant très longtemps. Euh, Définition d'un extraverti. ouais, exactement. Et le besoin de calme et de solitude maintenant, il vient de justement l'extraverti qui a envie de découvrir son introversion. Tu vois, je pense que Intéressant ça. il y a beaucoup de théories qui te montrent que, enfin, tu as toutes ces réflexions sur le MBTI, sur l'énéagramme, tu changes de personnalité en fait. Et il y a un moment donné, tu t'assagis, tu te calmes, t'as aussi envie de découvrir d'autres facettes de toi. Et pour découvrir d'autres facettes de toi, notamment quand t'es un peu les profils hyperactifs, bah tu changes complètement d'écosystème, tu vois, pour voir comment ton corps va réagir. Et moi, c'est un peu ça que je ressens là aujourd'hui. Et t'es quoi comme profil MBTI? Tu sais? Ce qui revient le plus souvent, c'est ENFP ou ENTP. Ok, je me souviens plus. Je les ai plus exactement et dans l'énéagramme, ça par contre c'est sûr, ça change pas. C'est le profil 3 performer. Voilà. Ok. Ouais. Ce qui est un profil hyper dangereux justement quand tu vis à côté de l'énergie et quand tu vis en société. Parce que la performance n'existe que par le regard des autres. Tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'un coureur est bon parce qu'il fait un meilleur temps que les autres. Qu'est-ce qui fait qu'une chanteuse est douée? C'est parce qu'elle vend plus de disques ou qu'elle a plus de fans. Tu vois. Et du coup, en fait, le performeur, il a tendance généralement à calquer son système de performance et du coup son système de réussite et de valeur par rapport aux autres, par rapport à son écosystème. Et le performeur, bah, il va en fait calculer ça par rapport à son écosystème proche. Donc imaginons si toi, ton écosystème proche, c'est un écosystème d'entrepreneurs qui veulent monter des boîtes à plusieurs millions, bah, tu vas calquer ton système de valeur et de performance par rapport à ces gens-là. Alors qu'en fait, peut-être que la vraie signification de la performance pour toi, c'est peut-être plutôt, je sais pas, l'écriture, le sport, le don, l'amour, et pas du tout le business, tu vois. Et moi, je me suis beaucoup noyé là-dedans. Tu vois, typiquement, si j'avais un environnement ultra sportif, pour moi, la performance, c'était le sport. J'en ai fait un burn-out sportif à 17 ans. Et j'ai complètement craqué. Et après, pareil, tu vois, j'étais dans un environnement ultra entrepreneur où il fallait absolument gagner toujours plus d'argent, faire la course à le lever de fonds, faire la course à la croissance. Et je me suis complètement perdu, tu vois. Et pareil, rebelote. Ouais. T'étais quel type d'enfant, du coup? J'ai eu une évolution et c'est marrant parce que elle s'est fait complètement... Elle s'est croisée avec l'évolution de mon petit frère. Moi, je suis né, j'étais très timide, très réservé. J'étais très petit aussi pendant très longtemps. J'étais le plus petit garçon de la classe, tu vois. Jusqu'à la photo de classe de 3e, j'étais au premier rang. J'étais le seul garçon au premier rang parce que j'étais le seul qui était petit, en fait. Et du coup, on me mettait à côté de la prof principale parce que, tu vois, il fallait qu'il y ait un garçon au milieu. Donc, j'étais assez chétif. Et ça a créé pas mal d'insécurité en moi, je pense. Et aussi une certaine forme de... Ça m'a appris déjà à m'entourer. Parce que tous mes copains étaient... les copains garçons, c'était des grands costauds, les caïds, ceux qui faisaient des conneries, ceux qui se laissaient pas faire. Ou à l'inverse, ceux qui allaient être peut-être très influents et très intelligents. Donc, quand t'es un peu le plus faible, bah, t'apprends à te défendre à travers les autres. Donc, j'ai créé des liens assez forts comme ça. Donc tu réussissais, malgré le fait que tu sois chétif, comme tu dis, timide, à te faire des amis. Ouais. Okay. Ouais, je m'entourais du plus grand, ouais, et du plus costaud. Et t'arrivais à te faire des amis. On te laissait pas dans un coin, genre lui, il sert à rien. Non, ouais. Ah, c'est cool. J'ai appris ça. J'ai appris ça. Et en même temps, dès que t'es dans un nouvel écosystème où tu connais personne, où t'as pas ton ancrage, on te rappelle que t'es le plus petit et que t'es un peu la victime. Donc, les passages qui étaient un peu durs pour moi, c'était les colonies de vacances, tu vois, par exemple. T'arrives, tu connais personne, tu dois réapprendre à créer un peu ton système de sécurité et de confort très, très vite. Donc j'ai eu quelques traumas un peu, tu vois, par rapport à ça.
Et Quel type, du coup? Enfin, que tu as encore maintenant, qui ont traîné, que tu as identifié bien plus tard grâce à la maturité, etc. J'en ai un autre, tu vois, j'en ai jamais parlé publiquement, mais c'est marrant. Et si toi ça t'intéresse, il y aura peut-être un peu de psychologie et de psychothérapie à faire dessus, mais non, les traumas, c'était, ouais, je me suis fait agresser plusieurs fois pour me faire piquer mes affaires, me faire piquer mon goûter, tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu vois. D'accord. C'était du coup à Fontenay. Ouais. Okay. Ouais. Mais tu vois, ça, avec le recul, je me dis, les enfants sont durs, les ados sont durs, on cherche les limites, et ça fait du bien, en fait, de mettre des mots dessus plus tard et de se dire, ok, bah, je viens de là, et ça construit une force, je pense. T'en as pas gardé une rancœur particulière envers certaines personnes ou ceux qui t'ont fait ça? Non, mais tu vois, il y a toujours un peu une colère un peu de base, tu vois. Mais il faut savoir la transformer en énergie positive pour soi-même. Ouais, clairement. Tu vois. Okay. C'est ça le gros travail à faire. Quand tu regardes les grands champions ou les grands performeurs, que ça soit dans le business, que ça soit dans le cinéma, que ça soit dans le sport, dans la politique, ils ont tous des traumas d'enfance. Alors certains beaucoup plus importants que d'autres, tu vois. Mais ils ont réussi à transformer de ces traumas une énergie positive et une espèce de flamme interne qui se traduit dans leur performance et dans leur art, tu vois. Du coup, les colonies de vacances, c'était pourquoi? C'était les parents qui t'envoyaient parce qu'ils n'avaient pas le temps ou parce qu'il fallait que tu t'intègres? Ils en avaient marre de moi, quoi. Pourquoi? Bah, je faisais 1 heure de sport minimum par jour, quoi, déjà enfant, et j'avais besoin de bouger tout le temps. Moi, j'avais vu que tu avais écrit que tu étais un enfant turbulent, en quête de liberté et déprimé à l'école. Ouais. Mais ça, c'est ma deuxième partie d'adolescence, tu vois. Dès qu'en fait, donc, tout le primaire, j'étais plus petit, très réservé, des petits traumas, tu vois. Et j'étais en fait, j'étais en primaire, j'étais avec les enfants. Mes amis, c'était les meilleurs de la classe. Et je me comparais beaucoup à eux, et c'était douloureux parce que j'avais déjà des troubles de l'attention et eux, c'était des génies, tu vois. Il y en a un, il a fait Louis le Grand et HEC. C'était des gens très talentueux, tu vois. Il y avait une certaine élite, une pression de l'élitisme intellectuel dans ma famille et dans mon entourage proche. Et après, en fait, j'ai switché et je me suis mis à avoir des relations où c'était un peu plus les caïds, les grands costauds, ceux qui faisaient des conneries, tu vois. Ouais. Mais c'était les fans de Jackass, tu vois. Ah oui, Jackass. Ouais. Donc nous, on faisait des conneries type Jackass. Ah oui, d'accord. Pour exister, tu vois. On avait besoin d'attirer l'attention. Donc et là, je me suis mis à faire beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Et du coup, pour mes parents, je pense que ça leur faisait du bien que de me mettre dans des colos sportives où on faisait 4 heures de tennis par jour. Ça me calmait, quoi. Ça me détendait. Puis eux, ça leur laissait du temps de faire autre chose. Donc dans cette deuxième partie d'adolescence, ouais, besoin d'exister, besoin de faire des bêtises, pas du tout concentré à l'école, je prenais pas de plaisir. Mais un certain talent pour avoir 10-12 sans travailler, quoi. D'accord. Mais tes parents, ils ont fait des études? Ouais, beaucoup d'études. Ah ouais? Pour eux, c'était hyper important, ouais. D'accord. Ils ont fait quoi? Les deux, ils ont fait droit, ils se sont rencontrés comme ça, ah oui, à Assas. Et pour mon père, si tu veux, mon père, il vient d'un milieu très défavorisé, et dans lequel les gens n'ont pas fait d'études. Mes grands-parents sont épiciers, mon arrière-grand-père, je crois qu'il était fondeur, tu vois, il fondait des cocottes minutes. Il allait, tu vois, dans la Seconde Guerre mondiale, il scrutait s'il y avait des... Il allait dans le nord et il scrutait s'il y avait des avions qui se crachaient sur les terres, et il allait récupérer les pièces métalliques de ces avions pour les faire fondre, et il en faisait des cocottes minutes, il en faisait ce genre d'outils, tu vois. Ouf, ça. Okay. Et mon père est la première personne, tu vois, à avoir fait des études approfondies dans le droit. Il vivait à Mantes-la-Jolie et il faisait l'aller-retour tous les jours à Paris pour faire ses études. Et pour la petite histoire, tu vois, c'est aussi important, enfin, c'est quand même aussi important de le mentionner, tu vois. Lui, c'était la première année où les facultés étaient désectorisées.
Donc c'est la Ok. première fois dans l'histoire que, en France en tout cas, qu'on permettait à un jeune issu de quartiers défavorisés de faire ses études dans l'université de droit la plus prestigieuse de France, tu vois. D'accord. Donc il a énormément travaillé, tu vois, énormément mis, je pense, toutes les chances de son côté. Je pense que lui aussi, il a vécu pas mal de jugements aussi, parce que tu vois, il avait pas les codes de l'université parisienne. Ouais. Donc C'est de quelle origine ton nom de famille? Fent, c'est allemand et polonais. Ok. Ouais. Mais tes parents, ils ont grandi en France. Enfin, Ouais. ils sont nés en France. Ok. Ouais. Ouais. Euh, Oui, donc ton père a fait des grandes ouais. études, donc droit. Il rencontre ta mère aussi qui a fait du droit. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, pour eux, la seule option pour leur gamin, c'est aller à l'école et faire des grandes études. Ouais, tout à fait. Et tu crois que c'est ça qui t'a poussé à pas aimer les études? Enfin, ou du moins de te Peut-être. sentir déprimé à l'école et pas faire tant d'efforts que ça, être un jackass? Enfin, je te résume un peu, mais... Ouais, non, mais c'est intéressant de voir comment tu le vois. Ouais. Non, mais je pense qu'en tout cas, ça crée, tu vois, chez les parents, des convictions profondes. Et forcément, chez l'adolescent, t'as envie de déconstruire sans. Alors, tu Totalement. l'intellectualises pas, mais tu déconstruis Ouais. toutes les valeurs qu'on t'enseigne. Ouais, Donc, généralement, tu vas dans le sens de tes parents, donc Ouais. tu fais l'inverse, quoi. exactement. Ouais. Donc pour moi, c'était le cas, ouais. Ok. Mais ça restait primordial parce que j'avais des cours particuliers de maths, d'anglais. Mon père passait des heures à me faire apprendre mes cours d'histoire par cœur, tu vois. Waouh. Ok. Donc il y avait énormément d'études à la maison et il fallait beaucoup travailler. C'était un truc qu'on m'a beaucoup martelé, beaucoup travaillé pour réussir. Du coup, pas forcément de manque d'argent dans la famille. T'as un petit frère aussi, hein, c'est ça? Ouais, j'ai un petit frère. Ok. J'ai un rapport très bizarre à l'argent parce que mes parents se sont mis à en gagner au fur et à mesure qu'on a grandi. Ils sont partis de pas grand-chose. Parce qu'au début, quand tu commences une carrière de juriste en entreprise, tu gagnes pas grand-chose. Mhm. Et mon père avait beaucoup d'ambition, beaucoup de travail, et il a terminé, tu vois, un haut poste dans une boîte. Tu vois, il est arrivé tôt dans une boîte qui a beaucoup grossi. On aurait pu dire que c'était une start-up de l'époque, tu vois, concrètement. Ok. Et il a bâti des grandes choses, tu vois, dans ce qu'il a fait. Et ça m'inspire beaucoup. Donc je l'ai vu réussir, je l'ai vu beaucoup travailler. Je dis je l'ai vu, mais en fait je l'ai pas vu mon père. Bah, tu vois, hormis les week-ends, et même les week-ends, il bossait énormément. Tu vois, il partait à 6 heures le matin et il revenait à 21 heures le soir. Donc tu vois, jusqu'à mes 10 ans, je le croisais à peine. Parce que j'ai regardé un petit peu tes posts, etc., les vidéos YouTube. Ouais. T'as parlé une ou deux fois de ta mère, mais t'as jamais parlé de ton père, je crois. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais ouais, une relation un peu particulière parce que forcément, il m'a énormément transmis l'élitisme, le travail, le courage, l'ambition, Mm. euh, la volonté aussi de croire en ses rêves, les valeurs de la famille aussi, tu vois. Mon père a mis, tu vois, vraiment, enfin, il a mis beaucoup d'énergie pour qu'on soit en sécurité, pour qu'on manque de rien, et pour faire passer sa famille du statut d'enfant de milieu défavorisé à un milieu favorisé et privilégié. Et aujourd'hui, je considère que quand je vois ce que mon père a construit et le patrimoine qu'il a construit et les valeurs qu'il a transmis, il a vraiment il a fait passer deux catégories sociales à sa famille. Ah ouais, quand même. Et on peut le faciliter, on peut le féliciter pour ça. Mm. Mais après, c'est dur parce que effectivement, enfin, c'est étouffant, tu vois, d'avoir un père qui te pousse toujours à toujours plus, à mieux travailler. Et tout ce que tu dois faire, ça doit être, tu dois donner le meilleur que tu peux dans tout ce que tu dois faire. Mm. Voilà. Et ta mère Ma mère, c'est une femme exceptionnelle. Elle a eu plusieurs carrières. Elle a été prof de droit. Elle a été juge pendant plus de 10 ans. Elle a jugé, tu vois, au tribunal pénal de Créteil. D'accord.
Donc la justice aussi, tu vois, c'est une valeur fondamentale que j'ai. Elle m'en a très peu parlé. J'aurais bien aimé qu'elle s'ouvre plus à ça, et surtout maintenant, parce que tu vois, elle condamnait des dealers de drogue, des agresseurs, des violeurs, des meurtriers, et dans le 9-4, tu vois. Donc elle a dû en voir des vertes et des pas mûres. C'est clair. Et je pense que ça te met aussi dans un état psychologique quand tu rentres à la maison qui est pas forcément évident, qui est très dur, qui est très masculin. Enfin, tu te prends... Je pense qu'elle s'est pris dans la figure toutes les injustices de la société, tu vois. Tu vois des dealers de drogue sur le banc des accusés qui sont riches, qui se payent les meilleurs avocats et qui utilisent des femmes pour se faire couvrir, qui sont souvent des mecs, tu vois, très machos. Enfin, tu vois, tu construis aussi des... Enfin, tu vois une partie de la société qui est un peu sombre, tu vois, une inégalité qui est assez douloureuse. Et du coup, j'aimerais bien en parler avec elle de tout ça maintenant. Faire un podcast avec elle. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça serait cool. Donc elle est très engagée, tu vois, par rapport à ça, par rapport à la justice, par rapport au féminisme. Et quand je te dis que ouais, je m'estime chanceux, c'est peut-être la valeur que m'a apporté ma mère, tu vois, de toujours se rappeler que il y a beaucoup plus malheureux que soi dans la vie, et qu'il faut savoir toujours prendre du recul par rapport à nos petits soucis du quotidien. Et du coup, la valeur sport que tu as commencé très tôt, ça vient de tes parents ou pas du tout? C'est juste toi, t'as développé une... Je sais pas si c'était par force au début ou direct t'étais passionné par ça, ou tes parents, enfin ton père ou ta mère, il y avait des sportifs déjà dans la famille ou... Ouais, ma mère faisait énormément de vélo, elle en a fait en club, beaucoup. Et mon père, lui, il faisait du judo, donc il a appris à se défendre. Donc moi, j'ai fait beaucoup de judo au début, ce qui était une très bonne chose parce que j'ai appris à me défendre et à utiliser la force de l'autre. Si vous avez des enfants, mettez vos enfants à des sports de combat, il y a rien de mieux pour apprendre le contrôle de soi et aussi de l'estime de soi, tu vois. Et après c'est venu le tennis, je pense, tu vois, les conséquences de Yannick Noah. Ouais, j'avais vu une photo où tu disais que tu voulais devenir un grand champion, un truc comme ça, et que t'as lâché l'affaire, quoi. Ouais, j'ai complètement lâché l'affaire. Donc ouais, j'ai beaucoup joué, et puis j'étais tout petit, j'ai manqué de force, mes adversaires et ma catégorie grandissaient, tu vois, et dans le tennis, la force, la taille, c'est hyper important. Parce que, je savais pas. Ok. Pour le service, plus t'es grand, plus tu sers, plus le service est facile. Et donc, c'est quand même l'arme principale. Il n'y a pas celui qui avait un des plus gros services, c'était pas Andy Roddick, il est pas si grand que ça, non? Ouais, tu t'en rends pas compte, mais il fait 1m90. Ah ouais? Ouais. Ah putain, d'accord. Je croyais qu'il était plus petit que les... Ils font tous plus d'1m85 déjà. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est quand tu fais des mecs, quand tu joues des mecs qui ont des avances de croissance et que toi t'es en retard de croissance, il y a un gros écart. D'accord. Ouais. Et puis aussi, ils courent plus vite, tu vois. Eux, ils parcourent le terrain en 5 pas et toi, tu dois en faire 7. Donc il y avait un gap, quoi, qui s'est créé. Ok. Et du coup, donc, on était sur collège, lycée. Tu as fait quoi comme études finalement? T'es allé jusqu'où? C'était quoi les ambitions? Toi, dans ta tête, c'était focus études et je trouve un travail après, ou il y avait cette petite âme entrepreneuriale qui était quelque part? Oula, t'as fait beaucoup de choses. Bon, vas-y, juste. Non, mais ouais, collège privé, lycée privé. On se débrouille. J'aime pas ça, mais on le fait, quoi. Voilà. Ok. Ouais. J'étais meilleur à mettre l'ambiance, à essayer de faire des bêtises, mais... Donc c'était un gamin populaire? Un petit peu à faire... Pas trop, parce que justement j'étais dans une classe hyper élitiste et du coup j'étais un peu le gamin turbulent, tu vois. Ah, ouais. Donc je retardais les premiers. Ah oui, d'accord. Ouais. Et j'ai même un souvenir, je crois, au lycée, d'élèves très studieux qui se sont barrés en disant c'est pas possible, tu vois, le bordel qu'ils foutent là. Et j'étais fortement responsable. Ah ouais. Ils ont quitté la salle de classe à cause de ce qu'on faisait. Ouais. C'est tes parents qui devaient être... Je dis ça avec le sourire, mais c'est absolument insupportable, quoi. Je m'écoute, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, quoi. On fait tous des conneries quand on est jeune.
Ah, je sais pas, moi j'ai vécu avec beaucoup d'enfants très studieux, très parfaits, Ouais. très disciplinés aussi. Hmm. C'est pas moi, quoi. C'est pas Ouais. moi. Ok. Et après le lycée, du coup, t'as suivi une voie particulière, je sais pas. Ouais, j'ai fait une école d'ingé avec prépa intégrée. Donc c'était une vraie prépa sur laquelle on aurait pu faire des concours et tout ailleurs. Et puis, école d'ingé, tu vois, parce que ma conseillère d'orientation a conseillé ça à mes parents. Et je pense que mon père avait aussi une vision, tu vois, du métier de l'ingénieur qui était le métier qui te ferme le moins de portes. Et que c'est un métier dont on aura toujours besoin, tu vois. On a Non, un mais c'est pays vrai. avec l'industrie, Hmm. avec beaucoup de tech, donc les ingénieurs, c'est toujours des gens bien payés, c'est un peu ça qu'il me disait. Mais bah, avec le recul, c'était pas du tout fait pour moi, j'aurais dû faire autre chose. Mais j'ai appris des choses. J'ai appris un peu ce côté un peu scientifique, ce côté un peu geek, à bidouiller, pas avoir peur d'utiliser des outils. Donc ça, c'était plutôt cool. Ouais. Ce que j'ai moins aimé dans l'école d'ingé, c'est bah, la violence qu'il peut y avoir quand t'es 90% de mecs, quoi. C'est un climat insupportable. Je crois la troisième semaine de cours, il y a eu le week-end d'inté il y a quelques jours. Il y a une fille qui a eu le malheur, tu vois, de, de s'enquiquiner, enfin bref, d'avoir un moment intime avec un gars plus âgé dans l'école. Et tu te retrouves à une centaine de mecs chanter le nom de la fille à côté d'une insulte Ah, putain, en c'est plein horrible. dans un resto public, tu vois. Ah ouais, c'est horrible. Ça, c'est violent. Ouais. Ça, Ouais. je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais là? Ce Hmm. jour-là, j'ai failli arrêter. Ouais, C'est une école d'ingé généraliste. Enfin, c'est pour avoir un master, c'est ça? Un bac plus 5. ouais, exactement. Ok. Somme toute classique. Hein. Je pense qu'il y a eu ça partout. J'ai pas envie de faire de généralité, mais c'est le fait d'être que entre hommes, ça te désinhibe, je trouve, d'une certaine sensibilité, tu vois, et que moi j'ai perdu et qui m'a. C'est une partie de moi qui s'est un peu qui s'est un peu retirée, tu vois, je trouve. Une partie de toi de quoi? C'est-à-dire? Bah finalement, tu vois, derrière le petit garçon qui fait des conneries, qui fait beaucoup de bêtises, il y avait, je pense, qu'il y a une personne très douce, tu vois. J'aime beaucoup la douceur, la sensibilité, la subtilité. C'est un truc qu'on voit passer chez moi parce que je communique pas là-dessus, parce que je ne sais pas communiquer là-dessus et je fais pas du tout mon personal branding autour de ça. Mais les gens pensent souvent que je suis très direct, très brutal et parfois un peu violent. Ah C'est ouais? le côté un peu sport, tu vois, toujours plus, Ouais, toujours machin. ouais. Et finalement, ouais, quand tu te retrouves avec plein de mecs, bah, c'est le côté direct, franc-parler. Tu te fais beaucoup de feedback non sollicité. Euh, tu vois, c'est celui qui parle le plus fort, celui qui s'impose le plus, tu vois. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Quand t'es entouré de mecs, t'es obligé de faire le bonhomme, en fait. Mm. T'es obligé d'être comme eux, d'être comme tout le monde, etc. Alors que moi, un peu pareil. Hein. Tu vois, j'ai grandi dans un environnement un peu comme ça, où il fallait être un mec, il fallait savoir se battre. T'as fait Fallait quelle être... école, toi? Enfin, quel type d'école? école d'ingé aussi. Ouais. Enfin, moi, j'ai fait un BTS en informatique. Enfin, après mon BTS, je suis allé travailler directement. Parce que pour moi, avoir un bac plus 2, c'était exceptionnel. Et après 3 ans, j'ai repris mes études aussi, école d'ingénieur. Mais l'informatique, ça va, c'est quand même plus soft. Il y a quand même... Ça doit être du 70-30, quoi, en termes de nana mec. Mais c'est vrai que tu as tout le temps ce truc, quoi. Quand tu es entouré de mecs, tu dois faire le bonhomme, alors qu'en fait, au fond, tu es peut-être très sensible et t'oses pas le montrer, quoi. Mais moi, c'est bizarre, tu vois, dans tout ce que j'avais vu de toi, j'avais quand même capté une sensibilité. Je sais pas pourquoi. Faut creuser, peut-être. Ouais. Mais après, dans tes posts, tu parles d'amour, parfois. Ouais. Ça revient souvent. Tu parles, tu disais aussi que les câlins, c'était quelque chose d'important, etc. Donc en fait, on arrive à voir quand même qu'il y a une sensibilité, que c'est important pour toi, tout ça. Ouais, faut apprendre à s'ouvrir et le dire. Et t'arrives? Ouais, de plus en plus. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais le caler, tu vois. Mais, ah, t'avais préparé. il y a un sujet qui me titille beaucoup en ce moment. Ouais. C'est que, alors c'est un conseil business, t'en voulais pas, mais non, mais je trouve que, tu vois, le conseil business le plus sous-coté et jamais dit par les entrepreneurs, et ça m'agace, c'est le choix de son compagnon ou de sa compagne. Et si t'as quelqu'un qui te soutient dans tes projets, qui comprend ce que tu fais,
qui sait t'aider à encaisser, et qui accepte ton ambition, parce que ça impose beaucoup de sacrifices, bah, t'as déjà solutionné une grosse partie du problème. Et moi, je ne supporte plus ces entrepreneurs qui passent 3-4 heures d'interview à t'expliquer les clés du succès, à t'expliquer qu'il faut bien s'entourer, qu'il faut bien recruter, qu'il faut avoir un bon réseau, et qui ne parlent pas une minute de leur femme, quoi. Ouais, je suis à 3000% d'accord avec toi. Je deviens allergique à ça, quoi. Ouais. Vraiment. Et ça, c'est la personne que tu vois le plus, c'est la personne qui encaisse toute la merde, il faut être honnête aussi. Totalement d'accord. Et ça met du temps, je trouve. Enfin, c'est difficile de trouver la personne idéale, en tout cas. Mais quand tu trouves cette personne-là, enfin, tout va mieux, quoi. C'est tout va clair. mieux, tout aligne. Donc, Ouais, je te rejoins à 10 000%. Ouais. toi, tu t'estimes aujourd'hui que tu as trouvé la personne qui te soutient? Enfin, ouais. Ok. Ouais. Après, ça a pris du temps, mais j'ai enfin le soutien que j'attendais, quoi. Ok. Ça fait un peu, je sais pas si toi c'est pareil, mais ça fait un peu égoïste de penser comme ça, parce que tu sais, on a un peu ce mindset un peu entrepreneur, on veut faire des choses, on a beaucoup d'ambition, et on veut que la personne, elle nous soutienne. On voit ça de manière égoïste, mais en soi, c'est indispensable, je trouve, d'avoir ce vrai support, tu vois, Bien sûr. émotionnel chez soi. Tu l'as, toi? Ouais, je l'ai trouvé. tu l'as trouvé Depuis un peu moins d'un an maintenant, mais ça change la vie, quoi. Ouais, Ça change. mais je suis trop content qu'on en parle, c'est super important. Mais j'avais vu passer, tu avais fait un petit post sur ça, justement, cette importance du soutien émotionnel. Ouais. Et que t'en as marre de voir des gars ne pas en parler. Parce que moi, je trouve que c'est. Enfin, tu sais, on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais c'est trop vrai, quoi. Ouais, derrière chaque grande femme, il y a un homme ou une autre femme d'ailleurs, mais peu importe, mais il y a un partenaire, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, comment tu l'as trouvé? C'est grâce à tes échecs d'avant, tes relations d'avant, que tu as réussi à savoir quels critères, enfin quel type de personne tu recherchais et comment tu as fait pour trouver la personne qui puisse accepter ton rythme de vie qui est pas traditionnel, entre guillemets, quoi. Parce que tu travailles beaucoup, parce que tu as... Ouais, c'est vrai. Bah, la question, c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés, ou la question, c'est comment j'en suis arrivé à cette réflexion que c'est hyper important d'avoir un partenaire. Non, à quel moment tu t'es dit c'est elle, en fait? Tout simplement. C'était quoi les critères? Tu te dis, en fait, je crois que c'est bon, je l'ai trouvé, tu vois? Parce que c'est pas forcément simple. Il y en a plein qui n'arrivent pas forcément à filtrer les personnes et à savoir si la personne va fitter ou pas. Et de faire ce choix à un moment, ok, ben en fait, c'est avec elle que je vais choisir de continuer et de m'engager, en fait. Parce que ça fait peur, et plein de mecs sont comme ça. Ils ont peur de s'engager. Ils ont peur d'y aller, ils ont peur de se mettre à fond dans la relation, d'assumer leur relation et de dire c'est la femme de ma vie, je suis amoureux, c'est elle, etc. Ouais. Mais c'est marrant ta question, parce que j'allais te répondre, c'est quand je l'ai décidé, en fait. Ouais. Tu vois. Il y a un moment, je me suis dit, ok, c'est cette personne, c'est elle qui m'apporte du bien, c'est elle qui me fait rire, et surtout, c'est elle avec qui je suis moi-même. Voilà. Tiens, mais je me sens pas jugé, je la juge pas. J'aime ce qu'elle devient, j'aime la personne qu'elle est, qu'elle m'aide à devenir, tu vois. Et je sens que chaque jour passé avec elle fait de moi une meilleure version de moi-même, tu vois. Et j'ai longtemps joué un jeu de séduction avec les femmes. J'ai rencontré pas mal de femmes, tu vois, pour essayer de me construire. Ça a fait beaucoup partie de... Enfin, la séduction a beaucoup fait partie de ma prise de confiance en moi. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup d'hommes un peu frustrés, tu vois, qui devraient utiliser peut-être... apprendre à avoir un peu plus confiance en eux pour avoir un peu confiance en leur séduction ou être un peu plus eux-mêmes, tu vois. Je sais pas comment le formuler exactement, mais la séduction et les relations hommes-femmes ont fait grandir beaucoup d'hommes. Parce que tu te fais attraper sur Internet par comment avoir plein de matchs Tinder, tu vois, pour satisfaire ton ego de mec frustré sur une app. Et puis peut-être que tu vas tomber sur une formation d'un type qui va en fait finalement t'apprendre ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi, en tant qu'homme,
c'est pas d'avoir plein de matchs Tinder, c'est pas de faire plein de rendez-vous et d'embrasser plein de filles. C'est d'apprendre ta confiance en toi, d'apprendre ton éloquence, d'avoir du charisme, d'être capable de parler à n'importe qui, de savoir la valeur que t'as en tant qu'homme. Et moi, j'ai fait ce chemin-là, tu vois. Je suis parti du gamin qui avait pas confiance en lui, qui se sentait un peu rejeté, par le biais de la séduction, bah en fait, j'ai appris à prendre la parole, j'ai appris à être drôle, j'ai appris à développer mon écoute, à m'intéresser à quelqu'un. Et je pense que c'était des compétences que j'avais en moi, mais tout simplement que quelqu'un te les formule, que quelqu'un te le verbalise et t'explique à quel point c'est important dans la société d'être une personne avenante, à l'écoute et drôle, tu vois, tout simplement. Ben moi, ça a changé ma vie, tu vois. Ah, d'accord, intéressant. Et du coup, moi, je me suis un peu construit par ce biais-là. Et du coup, le jour où j'ai rencontré la bonne personne, c'était un peu un... Je le savais. Je me suis dit, ok, là, c'est... En tout cas, à l'instant T, c'est la personne qui... Je sens que je l'enrichis et je sens qu'elle m'enrichit et je sens qu'on a envie d'aller au même endroit, tu vois. Ok. Mais tu disais que tu n'étais pas dans la séduction avec elle. Parce que moi, justement, je trouve... Non, j'étais plus du tout dans la séduction avec elle. Moi, je trouve que être dans la séduction, justement, ça biaise tout, en fait. Ah, c'est con. Mais du coup, toi, ça t'a quand même aidé à gagner confiance en toi, à te construire, etc. Tu fais plein de conneries sur les relations homme-femme ou les relations amoureuses quand t'es dans la séduction. Parce que tu joues un rôle, t'es pas toi-même, tu t'y perds, t'as envie de plaire, donc t'es un peu une version de toi-même que t'oses pas explorer, tu vois. Enfin, que tu veux montrer et qui cache, en fait, tout ce que tu estimes être des faiblesses, mais en fait qui sont juste toi, avec ta sensibilité. Donc ça, c'est le très mauvais côté de la séduction. Et le jour où tu t'en sépares et où t'es juste toi-même, en fait, parce que t'as tout simplement confiance en toi, bah là t'es beaucoup plus séduisant au sens pur du terme, parce que t'es quelqu'un qui se dévoile, qui se livre et qui s'ouvre aux autres, quoi, tu vois. D'accord. Donc là, si t'avais un conseil à donner, ce serait quoi? Ce serait d'être dans la séduction ou pas? Parce que tu dis que toi, ça t'a aidé et que ça t'a construit. Parce que moi, j'ai mon idée propre sur ça. Mais tu dirais quoi? Moi, mon cheminement intellectuel, ouais, ça a été d'apprendre à séduire, d'être un peu, d'avoir une période de ma vie gros séducteur, de même devenir masculiniste à certaines périodes, et d'en avoir fait le tour, et en fait de comprendre que la vérité, elle se trouve pas là. La vérité, elle se trouve dans l'équilibre, en tout cas, qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, l'équilibre d'une relation amoureuse saine, posée, et qui passe par accepter les faiblesses et l'écoute de l'autre, quoi, tout simplement, et puis jouer à un jeu. Donc moi, j'ai fait ce cheminement intellectuel-là. Est-ce qu'il est bon pour tous? Je sais pas. Il a été nécessaire. Mais le seul conseil que je peux donner, c'est que tout est une question de confiance et d'estime de soi, et qu'une fois que t'as un peu confiance en toi, t'as plus besoin de séduire, quoi. Et naturellement, tu vas attirer des personnes qui te correspondent, en étant toi-même. Ouais, je suis totalement aligné. Moi, je reste persuadé que la drague, la séduction, enfin, c'est pas ça qui va ramener les bonnes personnes, quoi. Si t'es ultra naturel, comme t'as dit, il faut savoir écouter énormément, vraiment s'intéresser sincèrement aux personnes. Et là, ben, les gens vont voir que t'es quelqu'un de séduisant, comme t'as dit, tu vois. Ils vont venir vers toi. Et tu vois, il y a un truc, je pense que les mecs veulent absolument se faire une meuf, avoir la meuf, coucher avec la meuf, etc. Je pense que c'est une erreur. En fait, si c'est pas elle, si elle t'aime pas pour toi et que c'est pas elle, ce sera une autre, et c'est pas grave, en fait. Bien sûr. Il y en aura une autre. Et il y a vraiment trop ce truc des mecs, il faut draguer, il faut être dans la séduction, il faut absolument que j'arrive à choper cette meuf. C'est trop ridicule, je trouve. Il faut être naturel, quoi. Il faut sois toi-même, en fait. Et comme t'as dit, les filles, je pense qu'elles adorent les mecs qui assument leurs faiblesses, qui sont sensibles, etc., qui arrivent à être à cœur ouvert. Je pense qu'il faut, quand tu dragues une meuf, entre guillemets, ou quand t'es en date, il faut que tu parles à cette meuf comme si c'était un ami, un pote normal, en fait. Ouais, bien sûr. Et si ça fit, ça fit. Si ça fit pas, tant pis. Bien sûr. Ouais, t'as tout à fait raison. Le problème, quand t'es dans la séduction, c'est que tu montres une partie de toi-même qui est uniquement ce que
la personne en face a envie de voir. Exactement. Et notamment, tu vas appuyer sur ces réflexes primaires de sécurité, de manque, tu vois, peur du rejet, peur du manque, et qui sont pas du tout, en fait, nécessairement ce que tu es capable d'apporter à cette personne-là. Donc, t'en arrives toujours à des comportements complètement immatures, qui vont être le ghosting, qui vont être essayer de séduire quelqu'un, et en fait, le lendemain de te barrer, tu vois, ce qui te nuit, en fait. Beaucoup. Clair. Sur le long terme, ça te nuit beaucoup, je pense. Les gens spirituels vont parler du karma, mais il y en a sûrement un peu, quoi. Non, mais c'est clair. Sur le long terme, t'arrives jamais à trouver chaussures à ton pied parce que t'es pas toi, en fait, quand tu rencontres les gens. Donc, bien sûr. Les personnes vont jamais t'aimer pour ce que tu es vraiment. Ouais. Et comme t'as dit, parce que moi j'ai eu exactement la même chose, je suis enfin moi-même dans ma relation. Ouais. Que ce soit dans mes blagues toutes pourries, que ce soit, je sais pas, je fais des trucs tout cons que quand j'étais gamin, ça l'a fait rire aussi, et je suis totalement naturel dans tout, tu vois. Et avant, par exemple, dans ma précédente relation, il y avait plein de trucs où, je sais pas, si je prends un exemple, je pouvais pas écouter ma musique, tu vois, certains types de musique, je pouvais pas faire certaines choses parce que je savais que ça allait l'ennuyer, etc. Mais en fait, tu t'oublies, en fait, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Et quand tu trouves cette personne où t'es juste toi, ça fait trop du bien, quoi. C'est une libération. Ouais, c'est clair. Ok. C'était bien de parler de couple. Oui, et du coup, donc... Oui, parce qu'avant ça, t'as été marié, c'est ça ? Enfin, t'as eu 2 enfants avec 2 personnes différentes ? Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Parce que pendant des voyages, ou c'était quand tu te cherchais, justement ? Quand t'étais dans la séduction J'ai eu après, en fait, je pense que c'est le retour. Si je dois te la faire courte, je suis en école d'ingé et je fais 1 an à l'étranger en Thaïlande à ce moment-là. Et je rencontre 3 jours avant de rentrer en France. J'étais en couple avec une Française. Et en fait, 1 mois, ouais, on va dire, allez, 1 mois avant de rentrer, en fait, je me dis. Quand je vais rentrer en France, je vais devoir m'installer avec elle, on va devoir trouver un job, les études vont être terminées, et je me dis, tiens, j'ai pas profité de ma jeunesse. Parce qu'en fait, j'ai fait toute mon école d'ingé quasiment avec elle. Ok. Et je me dis, j'ai pas vraiment profité de ma jeunesse. Il y a un peu ce truc-là, c'est assez Et je dégoupille, je fais toutes les conneries possibles et inimaginables pendant 1 mois en Thaïlande. Tout. Vas-y, raconte. Tu peux pas. Ça va être réservé aux adultes, quoi, tu vois, clairement, mais j'ai fait je me suis amusé, quoi. Je me suis amusé. Ouais. Je me suis protégé, mais je me suis beaucoup amusé. Et 2 jours avant d'entrer, je rencontre une fille un soir en boîte, et on se met à parler, elle me séduit, on se rend compte qu'on est voisins, en fait. Et en fait, je suis un peu fasciné parce que c'est une fille c'est une fille de ce qu'on appelle une fille de bar en Thaïlande, tu vois. Son métier, c'est de trouver un mec. Donc elle gagnait de l'argent parce que certains hommes lui envoyaient de l'argent tous les mois pour qu'elle survive et pour qu'elle soit dispo quand eux viennent la voir. Ah, d'accord. Et en fait, je suis fasciné par son histoire, et on accroche et on parle. Je crois que c'était 3 jours avant, ouais. Et on passe vraiment les 3 derniers jours ensemble où je lui demande de me raconter sa life parce que c'était passionnant, en fait. Et ouais, on couche ensemble un soir, on est sous, la capote elle craque, je m'en rends même pas compte, tu vois. Et moi, pour moi, tu vois, j'ai pas beaucoup d'expérience à ce moment-là non plus avec les filles, et pour moi, toutes les filles prennent la pilule, tu vois. Ça m'est pas rentré dans la tête une seule seconde que je suis dans un pays qui était, en tout cas il y a 10 ans, qui était vraiment considéré encore comme un pays du tiers-monde, et dans lequel les femmes ne prennent pas de moyens de contraception. Et 3 mois plus tard, je rentre en France, tu vois, et du coup, je reprends un peu la voie, je vais me mettre en couple, voilà, tout va être... il va falloir se ranger. Il y a un truc qui va pas, hein, clairement, en moi, parce que je me pose aussi un peu des questions. Mais quelques semaines plus tard, ouais, je reçois un message, coucou, tu vas être papa, quoi. Putain. Et j'ai pas de contrôle là-dessus. Ouais. Et donc... ça te fait quoi ? Chamboulement, tu vois, chamboulement. Je pense que j'enterre beaucoup le truc au début, j'en parle pas trop. Puis au bout de quelques semaines, j'ai besoin d'en parler, j'en parle à mes potes, j'en parle à mes parents. T'avais quel âge ?
22 à ce moment-là. Ouais, 22 ans. Ok. Et du coup, ouais, un matin, je me lève et je me dis, j'ai 2 options, concrètement. Soit t'oublies, tu nies, tu fermes la porte, tu supprimes tout. Tu dis, t'assumes devant les gens à qui t'en as parlé, tu dis, ouais, soit tu mens ou tu trouves une porte de sortie, mais tu fermes la porte. Soit t'assumes, mais tu le fais de façon intelligente et sincère, et t'acceptes ce qui s'est passé, quoi. Ok. Pour moi, il n'y avait pas d'autre option possible. J'ai choisi la 2e option. J'y suis allé, j'ai fait des tests de paternité avec mon fils, et puis ouais, c'était mon petit bout, quoi. Putain. Ok. Et on a essayé de se mettre ensemble avec la mère, mais c'était impossible, tu vois. Je pense qu'il y avait... on venait de 2 cultures tellement différentes. Et puis comme on peut s'en douter, tu vois, avec elle son histoire et elle son éducation, elle avait beaucoup d'a priori sur moi. Elle perdait son job aussi complètement, tu vois. Donc il y avait un peu une situation un peu de crise. Elle me voyait un peu comme beaucoup, tu vois. Enfin, elle avait vu que je serais jamais comme les mecs qui lui envoyaient de l'argent, et que je serais jamais, tu vois, cette espèce d'Européen qui va financer, la vie d'une jeune fille. Elle avait vu ça. Mais en même temps, j'étais le père de son enfant, donc il fallait faire quelque chose, quoi. C'est clair. Donc ouais, on a essayé de se mettre ensemble, ça marche pas. Et puis depuis, les relations sont pas évidentes. Il s'est passé beaucoup de choses, mais j'aime mon fils, tu vois, et j'essaye de faire le maximum pour que d'une, il sache d'où il vient, qu'il sache qu'il peut compter sur quelqu'un, même si son père est à l'autre bout du monde. Et enfin, que s'il a envie de s'enfuir, s'il a envie de quitter la Thaïlande, il peut, quoi. S'il a envie de tenter une 2e aventure, il peut. D'accord. Je dis s'enfuir parce que il est dans une prison, tu vois. Une prison mentale, en fait, dans laquelle on lui répète beaucoup que l'Europe c'est dur, on travaille beaucoup, Ah ouais. Il fait froid, on est malheureux. C'est bizarre ça. Ok. Bah, si tu veux, sa mère, elle touche 1000 balles par mois sans rien faire, quoi, en envoyant des textos, quoi. Et en se barrant un mois par-ci, un mois par-là pour aller en vacances avec des mecs qui payent tout. Ouais. Ok. Donc, Parce que tu vois, en Indonésie, moi, ma copine, tu connais, elle est indonésienne. ok. Bah eux, il y a quand même ce truc, la France, l'Europe, c'est des opportunités aussi, quoi. Tu vois, de pouvoir sortir du pays. Je sais pas si la Thaïlande c'est pareil, mais l'Indonésie c'est très très dur de sortir. Quand ils sont un peu éduqués, ouais. Si ta copine elle est là aujourd'hui, c'est que il y a quelqu'un, en tout cas peut-être dans leur famille, dans leur histoire, qui a créé un changement, tu vois, qui a écrit une histoire différente. Non, c'est juste qu'on s'est mariés. Ok. C'est toi que tu l'as rencontré là-bas. Ah oui, on s'est rencontrés à Bali en fait. Ok. Sans le mariage, elle serait pas venue. Mais déjà à Bali, elle est au contact d'Européens. Clairement. Tu vois. Elle est dans un mindset différent. Ouais. Est-ce que toi tu penses qu'il y a... Excuse-moi, je t'ai coupé. J'essaierai de revenir sur ce qu'on disait. C'est très compliqué du coup d'être avec une personne d'une culture différente. Parce que moi j'ai réussi finalement. Bon, après tu me diras, c'était une histoire d'un soir entre guillemets, non? Je sais pas. Ouais, c'était une histoire d'un soir au début, tu vois. Pas eu le temps de vraiment connaître la personne, etc. Bien sûr. Mais on a essayé après, mais trop de pression, tu vois aussi. Tu passes d'amourette d'un soir à on va avoir un enfant, il va falloir qu'on fasse notre vie ensemble. Ouais, c'est clair. L'ascenseur émotionnel est douloureux pour les deux, pour tout le monde. Ouais. Non, je pense qu'il y a beaucoup de beauté à avoir des cultures différentes. Ouais. Après, tu vois, j'en ai beaucoup parlé parce que c'est un sujet qui me passionne aussi. Et j'ai quand même l'impression que chez beaucoup, sur le long terme, il y a quand même un petit vide. Tu vois, une petite part d'incompréhension que tu n'arrives jamais vraiment à combler, tu vois. Déjà, dans une relation de couple, la personne en face, elle peut jamais te comprendre à 100%. Elle peut jamais être dans ton esprit, tu vois, et savoir ce que tu penses à un instant T. Ouais. C'est une grosse erreur que font plein de personnes. Ouais, de croire que... Elles supposent énormément dans le couple.
Ouais. Ça, c'est une très grosse erreur. Ouais, tu supposes qu'après 2 ans de relation, tu vas anticiper comment l'autre réagit. Mais non. Même Ok. après 10 ans, après 15 ans, peu importe. Ouais. À chaque fois, là, T'as le droit de changer, t'as le droit tout- d'évoluer. Ouais. et tout le monde peut faire le test. À chaque fois, on va supposer que notre partenaire va penser de telle manière, va agir Ouais. de telle manière, etc. Et si les gens posent la question à la personne, t'aurais fait quoi vraiment? La personne te répond, mais j'aurais pas du tout pensé comme ça en fait. J'aurais réagi de telle manière. Et en fait, on suppose trop, même dans le couple. Ça, c'est Ouais. une très grosse erreur que plein de gens font. Ouais, je pense que c'est le secret numéro 1 des couples qui durent, tu vois. C'est Ouais. de ne plus supposer Faut arrêter. ce que l'autre veut ou pas. Être clairement communiquer sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'attends, comment tu aimerais que je t'aide, tu vois, par exemple. Exactement. Ouais. Et ça demande pas mal de maturité. Quand on est jeune, Mm. et notamment dans les relations qui causent de l'insécurité, c'est d'ailleurs un gros paradoxe. Plus une relation te crée de l'insécurité, plus tu vas supposer des choses qui vont elles-mêmes te créer encore plus d'insécurité, tu vois. Ouais, totalement. Parce que tu te trompes. Donc c'est En plus, pas facile. Ouais. C'est un truc tout con en plus. Hein. C'est pose juste la question en fait à la personne. Ouais. Plutôt que supposer, te faire des trucs dans la tête, etc. Pose juste la question, tu vas voir, ça Ouais, va régler les exactement. problèmes très vite. Mais comme tu as dit, il faut beaucoup de maturité. Tout à fait. Moi, tu vois, à ton âge, j'étais encore pas top hein, en termes de dans ma communication avec ma copine, etc. Ça- J'ai appris avec le temps, tu vois. Ouais, ça prend du temps. Mais il faut aussi tomber sur la bonne personne. Il y a des personnes, tu vois, avec qui tu arrives à communiquer et d'autres pas, quoi. Tout simplement. Ouais, peut-être. Et aussi, il y a une question de momentum, tu vois. Peut-être que ta copine aujourd'hui, tu l'aurais rencontrée il y a 20 ans, ça aurait pas matché parce que vous n'avez pas du tout, tous les deux, la maturité émotionnelle et l'intelligence pour être capable de vous connecter et de vous comprendre. Donc, Totalement. on a trop tendance à l'oublier que souvent, le succès d'une relation passe par son état émotionnel à un instant T et son niveau de maturité intellectuelle et émotionnelle Ouais, et totalement relationnelle. d'accord. Donc, Totalement d'accord. et pour revenir à ce que tu disais, tu vois, sur les cultures différentes, de ce que j'ai pu interviewer, de ce que j'ai pu essayer de... Enfin, de ce que j'ai compris, il se crée un manque de compréhension sur le long terme qui peut causer à l'un et à l'autre, au bout de longtemps dans la relation, un espèce de sentiment de déséquilibre, de pas avoir quelqu'un qui a exactement le même système de valeurs que toi, tu vois, ou qui comprend ça. Et ceux qui y arrivent, c'est ceux qui l'acceptent, et ceux qui y arrivent notamment à exister beaucoup en dehors du couple, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, et surtout à pouvoir alimenter ce que tu vas pas trouver dans ton couple, d'essayer de l'alimenter avec tes autres cercles amicaux, professionnels. Est-ce que toi, tu es dans ton couple, bon là, vu qu'on parle couple, autant Vas-y. continuer. Tu as fait cette erreur, comme moi j'ai pu la faire, où tu vas attendre que ta partenaire ait un petit peu les mêmes envies que toi, les mêmes passions que toi, s'intéresse aux mêmes choses que toi. Tu vois, par exemple, si tu es intéressé par des projets, par l'entrepreneuriat, etc., tu aimerais bien que le Fire il soit aussi chez elle, etc. Est-ce que tu as fait cette erreur-là ou... Parce qu'en fait, avec le temps, j'ai appris, ben non, en fait, c'est une personne différente. Elle a ses passions, elle a les trucs qu'elle aime. Et je dois juste être content qu'elle aille dans sa voie, en fait. Et je vais l'encourager aussi à aller dans sa voie. Et pas forcément qu'elle aime tout comme moi. Ouais. T'as fait cette erreur ou... Je l'ai fait une fois avec ma précédente relation qui a été ultra toxique. Ça s'est très mal terminé. Et je pense qu'on apprend d'ailleurs beaucoup plus des relations quand elles se passent mal et très mal que quand elles se passent bien. Mais... En France, du coup? En France, cette fois? Ouais, en France, Okay. ouais. Mais tu vois, j'ai fait cette erreur parce que la personne était radicalement différente et qui avait aucun point commun, tu vois. Sur le point de vue intellectuel, sur le point de vue ambitieux, sur le point de vue professionnel, sur le point de vue des passions. Et du coup, je voulais absolument qu'on ait ce petit truc, tu vois, en commun, que ça soit une activité, que ça soit une passion partagée, je sais pas, mais ou un projet en commun. Et bon, du coup, ça crée énormément de pression sur le couple, tu vois. Et en fait, tous les deux, on s'est fait énormément de mal à cause de ça, quoi. Et on s'est complètement perdu. Et pourquoi vous êtes mis ensemble, du coup? C'était quoi au démarrage l'accroche qui a fait que vous êtes mis ensemble? Je sais pas, déjà une peur de la solitude tous les deux. Et quand tu dis que c'était très toxique, pourquoi?
Parce que, ouais, système de valeurs pas du tout en adéquation, pas capable de communiquer, et puis on est rentré dans un espèce de système de dépendance affective horrible, quoi, tu vois. Et moi, j'ai été trompé, je pense, plus d'une dizaine de fois, tu vois, j'ai créé des angoisses. Avec cette personne ou en Ouais, général ouais. depuis... Ouais, avec cette personne, ouais. Ah oui, d'accord. Tu vois, en l'espace Wow. d'un an, je pense qu'il y a eu au moins 10 fois où, tu vois, t'as ta copine qui rentre pas le soir, quoi, tu vois. Ah ouais. Tu vois, le samedi soir, ça fait mal. T'avais quel âge? Donc un jour, bah tu vois, il y a 2 ans, hein. Donc un jour, tu pètes un plomb, tu ouvres l'iPad, tu fouilles sur tout et puis tu trouves ce que tu cherches. Ouais. Parce que- Généralement, quand on cherche, on trouve. Tu vois? Bah ouais. De toute façon, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, quoi. Ouais, c'est exactement comme on dit, tu vois. Donc voilà, et puis tu rentres dans un cercle vicieux où la personne te dit non, non, mais je vais changer, je vais pas arrêter, et puis tu te rends compte que après, ouais, elle en l'occurrence, elle avait cette espèce de boulimie, je pense, d'amour, tu vois, d'avoir besoin d'hommes autour d'elle, et j'aurais beau être le mec parfait, elle serait toujours allée chercher de l'amour chez d'autres hommes, notamment par peur du manque, peur de l'engagement, tu vois. C'était une façon aussi d'être capable de se détacher de la relation, tu vois. Mais voilà, ouais, c'est ok. Tu vois. Et du coup, ça a créé des traumas, tu penses, chez toi tu parlais de dépendance affective, Ouais. le fait d'être trompé. Comment refaire confiance à une fille après? Bah, c'est du travail sur soi. Beaucoup de travail sur soi, ouais. Moi, j'ai Ouais. fait, ouais, là, ma psy. On dirait que je te fais une séance de psy. Non, non, mais si tu veux, on peut parler. Je sais pas, mais. Non, mais Mais vas-y. ouais, non, mais c'est un peu ça, hein. Franchement, j'ai écouté tes autres épisodes. Des fois, ça part loin, hein. C'est le but, hein, un petit peu. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que je suis venu, tu vois, j'avais écouté et j'ai trouvé ça cool, le C'est travail gentil. intellectuel. Je pense, et puis c'est intéressant pour les autres d'écouter, tu vois. Moi, j'ai adoré écouter les autres créateurs que t'as fait. Ah, t'as écouté, c'est gentil en tout cas. Ouais, Tu ouais. es le podcast que tu es, et enfin, tu vois, t'es quand même maintenant assez connu, assez gros en termes de volume, d'auditeurs, etc. Tu te dis, oh, il y a un petit là qui vient de commencer, j'écoute. C'est Bah gentil. non, mais parce que t'as bien fait les choses, que t'as proposé de venir, que tu vois, pour moi c'était inconcevable de répondre à une interview sans écouter le travail de la personne avant, tu vois. Hmm. Tu vois, de connaître le ton des questions, qui sont les invités, se mettre à la place des auditeurs, qu'est-ce qu'ils y cherchent, qu'est-ce qu'ils y trouvent. Hmm. Tu vois, et se dire, ok, est-ce que j'ai ma place Ouais. tu vois, pour ça. C'est du respect et aussi un certain professionnalisme, je trouve, de préparer un peu ça, tu vois, dans ce sens-là. Mais pour te dire, ouais, dépendance affective, c'était quoi la question exacte Je t'ai dit du coup, est-ce que le fait d'avoir vécu tout un petit peu ces traumas de tromperie, etc., tu parlais de dépendance affective et Ouais. je te demandais aussi comment, bah, du coup, regagner confiance en soi parce que j'ai un peu vécu une relation toxique aussi où moi j'avais beaucoup confiance en moi et j'ai perdu un peu confiance en moi et tu vois, après pour revenir un peu dans le truc où ça y est, j'ai reconfiance en moi, je peux être dans une relation stable, etc., c'est pas forcément simple. Ouais. Se reconstruire en fait, tout simplement, en tant qu'homme. Bah, pour te dire, je te fais un peu le parcours, comme ça tu peux comprendre un peu le cheminement de pensée, et puis après on essaiera de voir si il y a des choses à en tirer. Mais moi, la relation, elle s'est abrégée sur le fait que je retrouve un mec complètement, enfin, chez moi, dans mon lit, tu vois. Ça c'est ouf ça. Donc là, Ouais. je suis au bord de la crise de nerfs, quoi. Je suis au bord vraiment d'exploser physiquement. Je pense que j'ai jamais été dans un état de colère aussi profond. La première chose pour moi qui était importante avec ma psy, c'était que la colère, elle s'exprime. Elle ressorte. Parce que tu fais des cauchemars toutes les nuits où tu re-rentres chez toi et tu refais la scène 1000 fois. Et tu vois, c'est des cauchemars. C'est des cauchemars, tu maîtrises pas. Un coup, tu prends un couteau, un coup, tu sautes par la fenêtre, un coup, tu en tombes malade, un coup, il y a la police qui arrive, tu vois, un coup, tu réagis parfaitement, un coup, t'es zen, t'es le Dalai Lama, tu maîtrises pas. C'est des cauchemars. Et tu le refais beaucoup de fois. Donc, la première chose qui était importante pour se débarrasser de ça, c'était de faire exprimer cette colère. Et c'est passé par l'écriture automatique. Donc j'ai un carnet comme ça. D'ailleurs,
Je crois que je l'ai là dans mon sac. J'ai un carnet comme ça dans lequel il y a, je pense, des dizaines de pages dans lequel je dis tout ce que j'ai pensé de cette relation à tous les instants et j'écrivais 3 ou 4 pages par jour. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Je confirme, j'ai fait la même chose. Et je pense que c'est le truc que je pourrais recommander. Et la deuxième chose, c'est s'accorder du temps seul. Parce qu'une des grosses erreurs qu'on peut faire, c'est tout de suite d'essayer de repartir sur une relation. Tu vois, clairement. Pour recréer de la sécurité. Moi, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai eu la chance d'avoir une petite amie qui est venue me chercher. J'étais pas du tout dans un état émotionnel où j'étais capable de draguer quelqu'un. Enfin, tu vois, même de songer une seule seconde à ce qu'il y ait une relation. Et c'est cette personne-là qui me l'a fait envisager. Et en fait, y aller juste tout doucement, quoi. Moi, j'y suis allé tout doucement en me disant, ok, première étape, c'est se reconstruire et n'attends rien de la personne. Enfin, n'attends rien de cette relation pour te reconstruire de la précédente. Tu vois. Donc, j'en ai parlé assez rapidement de ce que j'avais vécu pour lui dire, ok, sache. Je lui ai pas dit tout exactement en détail, mais je lui ai dit, sache qu'il s'est passé des choses un peu traumatisantes. Et step by step, tu vois, ça avance. Il y a toujours des fois des petits cauchemars. Il y a toujours des fois des petites pensées un peu parasites, mais tout de suite, maintenant, je fais le switch de me dire pourquoi tu penses à ça alors que tu vis la plus belle relation que tu as jamais vécue jusqu'à présent. Et là, la pensée négative, elle s'arrête tout de suite. Et tu vois, t'avances. Ça a duré combien de temps, la relation d'avant 2 ans. 2 ans, et j'ai commencé à... Un peu moins de 2 ans, et j'ai commencé à avoir des soupçons, enfin même des certitudes sur l'infidélité. Mais c'est important, en fait, de parler de l'infidélité, parce que il y avait du mensonge, quoi. Il y avait une dichotomie entre le discours de la personne qui disait qu'elle voulait absolument créer de la sécurité et d'être un couple exclusif, et ses comportements qui étaient celles d'un couple libre, tu vois, sans aucune limite. D'ailleurs, dans les couples libres, la seule chose qui est libre, c'est le non, parce qu'en réalité, c'est beaucoup de contraintes. Pour en avoir essayé, tu dois mettre des règles supplémentaires à un couple classique pour que la relation libre marche bien, justement. Est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu as le droit de revoir 2 fois une personne? Est-ce que tu fais des choses dans la maison? Est-ce que si je t'appelle un soir où tu es avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu viens? Est-ce que j'ai la priorité sur les autres? Donc les couples libres, c'est juste le nom qui est libre, tu vois. Tout le reste, c'est beaucoup moins de liberté, je trouve. Mais en tout cas, moi sur cette partie fidélité avec cette personne-là, c'était important parce qu'il y avait du coup une dichotomie entre les paroles et les gestes. Et du coup, ça a duré quasiment 1 an, tu vois. Cette espèce de schizophrénie, de cette espèce de paradoxe. Et donc ça te bouffe un peu à petit feu, quoi, d'être avec quelqu'un qui te dit je veux A et qui fait B. C'est horrible. Ça crée pas mal d'insécurité. Et moi je suis du genre à avancer, tu vois, à me dire ok, c'est passé, j'ai ruminé, j'ai exprimé la colère, j'ai fait de la boxe, j'ai tapé contre des murs, j'ai beaucoup couru et j'ai beaucoup écrit. L'énergie elle est passée. J'ai envoyé des messages de colère aussi, beaucoup, tu vois. C'était important que ça... De base, t'es colérique? Ou plutôt, t'arrives à gérer tes émotions? Il y a une flamme en moi, des fois ça s'exprime. Je tends à être l'inverse, tu vois. J'aspire à être cette personne-là. L'important n'est pas qui tu es, mais qui tu deviens. Et je sais que cette petite flamme, elle existe et qu'il faut savoir l'écouter, tu vois, et que si il y a un moment où il y a de la colère, il faut savoir qu'elle s'exprime. Et il y a du bon dans la méchanceté. Il y a certaines situations où la méchanceté est nécessaire. Et que si la méchanceté s'exprime pas par moment, ça peut créer aussi, tu vois, un déséquilibre psychologique. Je sais pas. Là, j'ai un doute sur la méchanceté. Après, ça dépend comment tu l'exprimes. Mais moi, je trouve qu'il n'y a aucun bienfait à être méchant.
ce qui peut être de la méchanceté pour certains peut être vu comme de la bonté pour d'autres. Et la méchanceté, comme beaucoup d'autres émotions, c'est toujours une question de prisme. Et si, tu vois, en étant méchant avec quelqu'un, tu crées du bonheur pour quelqu'un d'autre, bah le paradigme, c'est simplement d'essayer de regarder où est-ce que tu as envie de voir, tu vois. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être perçues comme méchantes. Imagine Usain Bolt, quand il démarre un sprint, et il fait son dab, tu vois. Tu crois que le mec qui est juste à côté, tu crois qu'il se dit pas que Usain Bolt, il est méchant? Je pense qu'à ce moment-là... Ah oui. À ce moment-là, il se dit Usain Bolt est méchant. Et là, le public, il se dit non, Usain Bolt, c'est un mec sympa, il est souriant, il fait le show, il est peut-être un peu arrogant. Mais on ne sait pas si dans la tête d'Usain Bolt, en fait, il fait ça pour nuire aux autres. On ne sait pas si le mec à côté, il nuit pas, en fait. Si le gars à côté, il est en train de se dire ouais, je perds confiance en moi, je l'aime pas, machin, il y a de la nuisance. S'il y a de la nuisance, il y a de la méchanceté. Et dans tout acte que tu fais, il peut y avoir de la nuisance. Donc, il y a une certaine forme de méchanceté. Le problème de la méchanceté, c'est que les gens jugent l'intention. En fait, si tu blesses quelqu'un, mais que tu voulais vraiment pas le faire, et que tu as montré à quelqu'un, et t'as montré par A plus B que c'était pas du tout intentionnel, les gens vont te pardonner. Si tu blesses quelqu'un parce que t'en as eu l'envie, là, ça devient tout de suite condamnable et très grave, tu vois. Voilà, en fait, c'est pour ça, quand t'as dit méchanceté, je le voyais dans ce truc-là où intentionnellement, tu fais mal à quelqu'un, tu vois. Moi, je trouve que ça, c'est pas utile, tu vois. Quand tu regarde dans le sport, quand tu regardes un match de tennis, quand tu regardes Rafael Nadal qui cherche du regard de son adversaire avec son regard perçant, et son regard qui veut lui dire j'ai gagné ce point, je mérite, je vais t'écraser, je vais gagner le match, tu nuis à l'autre. Et il y a une intention. Peut-être, alors on peut dire oui, non, c'est l'intention de montrer sa confiance en lui. Ouais, mais l'autre, il le voit comme de la méchanceté. L'intimidation. L'intimidation. Donc, il faut toujours regarder les choses par rapport aux deux prismes, tu vois. Et ça, c'est difficile à faire. Et c'est pour ça que je te dis que la méchanceté peut avoir du bon, en fait. Il suffit juste de... Comment elle s'exprime, en fait. Exactement. Et pour qui elle s'exprime. Peut-être que, tu vois, tu vas quitter... Imaginons, tu mets fin à une relation. La personne va t'en vouloir. Les gens autour vont dire mais t'es méchant, tu l'as quitté de façon brutale, tu lui as dit des mots très durs, c'était méchant ce que t'as fait. Imagine que 10 ans plus tard, cette personne, en fait, elle a rencontré la personne idéale, que les mots, même aussi durs soient-ils, ont résonné en elle, et qu'elle a construit une espèce d'énergie pour te prouver à toi que t'avais tort. Et que 10 ans plus tard, elle est devenue la meilleure version d'elle-même. Est-ce que tu étais méchant pour cette personne ou est-ce que tu lui as rendu service? Je sais pas. Moi, je pense que tu lui as un peu rendu service aussi. Il faut toujours faire un petit peu la part des choses. Et c'est très facile de juger la méchanceté à un instant T. Parce que tu sais pas sur le long terme si la méchanceté peut le transformer en bonté finalement. Intéressant. Comme tu l'expliques en tout cas. Ok. Je dis pas qu'il faut être méchant tout le temps. Et encore une fois, j'aspire plutôt à être Gandhi, tu vois. Mais par moment, il faut l'accepter et il faut... Ok. C'est intéressant ce que tu disais sur... du coup, tu as eu ces tromperies, ces traumas, etc. Et en fait, après ça, tu étais en mode... j'ai plus du tout envie d'être en relation. C'était même pas ça traversait même pas ton esprit. Et en fait, c'est cette nouvelle relation que tu as, c'est un petit peu arrivé comme ça, sans trop chercher. Et j'ai vécu exactement la même chose. Ok. Et je me dis, en fait, j'ai l'impression que vraiment, c'est quand tu cherches pas, que tu prends ton temps au début, que tu forces pas les choses, que tu arrives à construire peut-être une relation stable, tu vois. Parce que moi, généralement, là, par exemple, avec ma copine actuelle, c'est ma femme maintenant, je crois on s'est vu 7-8 fois, tu vois, 9 fois avant qu'il vraiment se passe quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment ce truc où les gens rushent un peu trop vite avant de se mettre avec quelqu'un, vraiment bien la connaître, etc. Tu vois. Je sais pas si toi ça s'est passé comme ça pour ta relation actuelle. Ça s'est fait vraiment crescendo, doucement, le temps de se connaître. Tu lui as raconté un petit peu tes failles, un petit peu tout ce que tu as vécu avant. J'ai fait exactement la même chose.
Et au moins, ça permet de partir sur des bases super saines, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je vois un peu carte sur table. Ouais. Bah, de base, moi j'ai quand même appris à jouer carte sur table avec, dans mes relations à la fois amicales, professionnelles et amoureuses. Ah, d'accord. Notamment parce que avec les femmes, quand t'as eu un enfant en Thaïlande, c'est pas un truc que tu peux mettre sous le tapis comme ça. Tu vois. C'est vrai. C'est- C'est vrai, c'est vrai. Donc Ouais, tu le dis assez rapidement. Donc, et je trouve que ça met des relations saines parce que ça a fait fuir des personnes, d'autres que ça en a attiré, tu vois, à titre. Enfin, d'autres que ça en a attiré peut-être. Et du coup, c'est peut-être. Ça m'a peut-être un peu nui. Mais effectivement, tu vois, avec la personne qui je suis aujourd'hui, on voyait qui on était par un réseau interposé depuis 4-5 ans, tu vois. Ah oui, d'accord. Et on s'était Ok. vu 2-3 fois, tu vois. On a eu quelques moments un peu de qualité, on avait pu échanger, tu vois, seul à seul. Mais c'est le moment où tu vois, un jour, on a transformé le déjeuner pro en date, tu vois. Ah, Mais, d'accord. Ok, c'est intéressant. donc et c'est venu effectivement par la filiale professionnelle. Et c'est marrant parce que ça rejoint un peu le sujet que tu disais sur est-ce qu'il faut absolument avoir un sujet en commun. Bah là, tout nous oppose, sauf peut-être professionnellement, on se comprend, tu vois. Hmm. Et par contre, on sait qu'on a envie d'aller vers une vie qui a l'air un peu similaire, tu vois. Ok. Dans C'est des important, lieux, dans des Mm. lieux similaires, avec un rythme de vie un peu similaire. Hmm. Euh, C'est important quand même d'avoir une vision un peu commune, globale. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, sinon... Tu vois, de lire un peu les mêmes livres, Ouais. de lire un peu, d'avoir un peu un système de référence, tu vois, qui soit commun. Mm. Et du coup, intellectuellement, quand on parle, bah, ça fuse, tu vois. Ça s'enrichit. Ouais, stylé. Parce que mais par contre, on est radicalement différents dans la personnalité. Moi, je suis hyperactif, trouble de l'attention, ultra sportif, un peu, tu vois, un peu trop direct, avec qui fait pas mal de gaffes. Là, c'est quelqu'un très calme, très posé, qui prend énormément de temps à la réflexion, qui est très introverti, qui a une pensée vraiment à essayer d'anticiper chaque cas à un instant T, tu vois, qui fait très peu de sport. D'accord. C'est pas compliqué ça? Non, enfin, c'est ok. Ok. C'est ok et Parce que le en sport. fait, il faut pas le forcer. Ouais, Ça ouais, vient ouais. naturellement, tu vois. Ouais, ouais, Elle ouais. me calme et je l'active un peu. Ok, ok. Mais tu vois, à son rythme. Ouais. Je vais jamais demander un seul moment à ce qu'elle fasse du sport. Ouais. Naturellement, elle s'est mise à avoir une petite activité sportive, Ok. à reprendre quelque chose qu'elle avait déjà Ouais. commencé. Ok. Donc tu vois, elle a juste ça a juste réactivé une envie qui est venue d'elle-même, tu vois. Mm. Donc et c'est ça qui est beau, je trouve, Ouais. dans une relation. Mm. T'imposes rien, mais juste euh, elle sait ce qui est bon pour elle, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ok. Non, parce que je sais que c'est assez commun ça quand même quand t'as un mec ou une meuf, peu importe qui sportif ou sportive, Ouais. et que tu vois que l'autre ne fait rien du tout, t'es en mode tu vois. Enfin, j'étais un peu comme ça avant. Ouais. Après, bon, moi, ma copine, elle est sportive, mais ok. Mais c'est vrai que ça te fait partager, le sport, ça te fait partager des émotions qui sont tellement fortes Hmm. ensemble que t'as envie de le partager avec l'autre, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Et c'était assez marrant parce que je suis allé à l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc cet été, et je suis revenu voir ma petite amie et je lui ai montré des images, tu vois. Hmm. Et je lui ai dit en rigolant, tu vois, parce qu'il y a des très belles images de couple dans l'UTMB parce que t'as le droit de venir avec une assistance. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une course de 170 km dans laquelle tu fais le tour du Mont Blanc. Waouh. Donc Ok. ça dure, les meilleurs le font en une vingtaine d'heures, mais la majorité des gens, les amateurs, tu vois, vont mettre plus de 40 heures. Et du coup, il y a des checkpoints et tu as le droit de faire venir des visiteurs qui vont venir t'aider. Il y a des très belles vidéos, tu vois, où on voit ce qu'on appelle l'assistance, donc concrètement le conjoint ou les amis, tu vois, ou la famille qui viennent et qui te nourrissent, qui te changent les chaussures parce que tu es dans un état extrême. Et tu vois des pleurs, tu vois des rires, tu vois des très belles images. Ouais. Et je disais à ma petite amie, toi tu pourrais pas faire ça. Parce que il faut se lever à 3h du mat, parce que
Ça manque beaucoup de confort, tu vois, c'est à la dure, tu vois, t'es sous des grandes tentes, il y a du monde, il fait froid, il y a des années il pleut, t'as les pieds dans la gadoue, enfin, c'est pas sexy, quoi, tu vois. Et pour quelqu'un qui est attaché à sa zone de confort, c'est dur. Et elle a regardé les images, elle m'a dit, bah, tu vois, pour vivre ça, je suis prêt à le faire, parce que les émotions, elles sont belles et ça pourrait me plaire, en fait. Et elle s'est retrouvée pas du tout dans l'effort, mais elle est beaucoup dans le care, tu vois, dans l'attention qu'elle peut porter à quelqu'un. Et elle trouvait ça intéressant d'avoir il y a tout un côté logistique, tu vois, prévoir ce que la personne va manger, lire, tu vois, la personne qu'on a en face de soi, de quoi elle a besoin, et ça lui a plu. D'accord. Donc elle avait envie de suivre ça. Et naturellement, en fait, tu vois, elle a trouvé elle-même son rôle, tu vois, et j'ai pas du tout... moi, au contraire, au début, je me disais que je la verrais pas du tout dedans, tu vois. Donc c'est même moi qui essayais de fermer la porte, et c'était elle qui a juste laissé entrouvert, tu vois. Okay. Mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, dans Atomic Habits, il parle du fait, tu vois, de l'importance de l'environnement, et que dans 40% des couples dans lesquels il y en a un qui perd du poids, l'autre se met à perdre du poids dans les 6 mois qui suivent. C'est trop bien ce livre. Ouais, il m'a changé ma vie, moi. Donc une dinguerie. Là, je le relis pour vraiment appliquer tous les concepts à des objectifs que je me mets en ce moment, mais il est super. Du coup, parfaite transition, tu as parlé un petit peu du milieu pro, vous vous êtes rencontrés grâce à ça. Du coup, on revient un peu en arrière, lycée, etc., école d'ingé. T'es sorti de là, t'as travaillé directement dans des boîtes, t'as fait quoi? Ouais, j'ai eu la chance, j'ai travaillé 2 ans dans une agence web. Ah oui, j'ai vu ça. Equino s'appelle. T'essayais de coder ou un truc comme ça? Ouais, j'ai essayé d'apprendre à coder au début, j'étais très mauvais, et j'ai eu la chance d'avoir un manager qui m'a assez mis, qui a su lire en moi un potentiel que j'avais pas vu. Parce que vu qu'on m'avait appris à être ingé, et vu qu'on m'avait dit que j'étais bon, pas trop mauvais en maths, j'avais un peu mis de côté, tu vois, le côté social, tu vois, être capable de se faire des amis, être capable de s'entourer, de se faire un peu apprécier. Pour moi, c'était pas un métier, ça. Mais du coup, on m'a mis dans la vente, et du coup, j'ai un peu appris. J'ai appris la vente, et j'ai eu la chance d'être mis en face des clients, d'apprendre à gérer des projets. Et là, je me suis beaucoup plus retrouvé en moi, et puis un jour, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. Après, je n'étais pas trop fait pour l'entreprise, donc ça devait arriver. Mais je regrette pas du tout, tu vois, d'avoir été salarié. D'ailleurs, je l'ai re-été après, un peu par la suite, parce que ça te fait grandir, ça t'apprend beaucoup de choses, ça t'apprend des process. Et puis, c'est une très bonne façon aussi de voir une entreprise qui est à un stade 2 ou 3 ans plus tard de ce que tu as envie de devenir, tu vois. Ouais. Ah, parce que tu savais déjà que tu allais entreprendre? Ouais, au fond de moi, je pense que je le savais. J'étais un peu perdu, mais quand je regarde derrière moi, j'aimais toujours vendre des petits trucs. D'accord. J'aimais un peu la vente. J'aimais créer des projets. Puis j'avais beaucoup d'énergie et je supportais pas la hiérarchie, donc à un moment donné, fallait appliquer, quoi. Donc c'était quoi la transition? Tu as fait ce petit passage pro, ensuite tu t'es lancé dans le podcast? Non, pas du tout. J'ai commencé à monter plein de blogs avec un ami d'école d'ingé, et on s'est dit, en fait, on a lu, si je te fais la petite histoire, on s'appelle. Lui, il est passé en Australie, moi j'ai fait la Thaïlande, on est dans nos jobs, on n'est pas hyper satisfait, et à ce moment-là, on fait un peu la même démarche intellectuelle tous les deux, de se dire, c'est ouf, il y a plein de livres sur l'entrepreneuriat qui existent, et qui peuvent nous apprendre en fait à véhiculer une certaine indépendance, tu vois. T'as les Olivier Roland, sur l'immobilier t'avais Cédric Anissette et Olivier Seban, sur côté américain t'as surtout Tim Ferriss avec la semaine de 4 heures. Voilà, qui sort en 2011 il me semble, en version traduite en France, et nous on tombe sur le bouquin en 2013 et on se dit, on prend le bouquin et on se dit, on va copier-coller ce qu'il dit et on va l'appliquer mot pour mot. Donc on a fait un site de compléments alimentaires, tu vois. D'accord.
Et on l'a un peu adapté, tu vois. Et on fait de l'affiliation et on commence à s'intéresser au dropshipping, on commence à s'intéresser à la vente de formation. Et on ouvre un peu une porte à ce moment-là qui nous a passionnés et sur lequel moi je regrette pas du tout d'avoir fait mes armes, tu vois, d'un point de vue business. Et d'ailleurs, même si tu voulais pas trop parler business, Non, mais un truc qui peut un message que j'aime bien véhiculer et que moi m'agace un peu dans certaines sphères entrepreneuriales, c'est que les entrepreneurs se jugent beaucoup entre eux, tu vois. Tiens, lui il fait du dropshipping, c'est pas bien. Lui il fait de l'affiliation, c'est pas bien. Non, mais lui il fait trop de personal branding, c'est pas bien. Non, mais lui il veut lever des fonds, c'est pas bien. Non, mais lui il fait toujours pas de chiffre d'affaires, c'est pas bien. Oh les gars, on s'en fout. Juste, l'entrepreneuriat, c'est une aventure personnelle. On découvre, on apprend, on sait tous manger des portes. Chacun doit faire son chemin individuel. Et en vrai, il n'existe pas de bonne école. C'est clair. Ouais. Et je trouve que les grands gourous de l'entrepreneuriat qui se permettent de dire que lancer des startups c'est pas bien, aller dans des cursus entrepreneuriales c'est pas bien, ou acheter des formations et faire du dropshipping c'est de la merde, bah en fait si ça te permet de passer à l'action, d'avancer et de commencer en fait à créer ta culture entrepreneuriale et commencer à mettre les mains dans le cambouis et à vendre, et c'est ok quoi, C'est tu clair. vois. C'est ok. Et en fait, si tu as besoin de lever 1 million d'euros, de pas faire un seul euro de chiffre d'affaires, et de virer 10 personnes, de mettre ta boîte en licenciement économique, pour ensuite te dire, ok, je vais apprendre à faire une boîte qui fait du cash. Si tu as besoin de ces 2 ans de cheminement intellectuel pour faire ça, et que derrière tu y arrives, bah c'est ok, quoi. Juge pas. C'est Non, fine. Et Tu penses que c'est un truc français, ça? De ce truc-là, de trop juger, dire oh, c'est du dropshipping, etc., c'est pas éthique et tout. Mais enfin, moi, je trouve ça débile. Enfin, sous couvert de l'éthique, ben, en fait, tu passes pas à l'action, quoi. À la rigueur, ceux qui font du dropshipping, au moins, ils tentent quelque chose, tu vois. Enfin... Ouais, exactement. Exactement. Et s'il faut passer par là, très très bien. Mais je pense que c'est très français de se trouver un ennemi, tu vois, et d'avoir quelqu'un sur qui taper pour faciliter en fait la communication et faciliter la fluidité du message. Ça aide dans la communication. Mais on le retrouve beaucoup moins chez les Américains, tu vois. Clairement. Les Américains, ils vont te dire ma méthode est la meilleure et ils vont pas spécialement émettre un jugement sur la méthode des autres, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, tu le vois très bien. En plus, j'écoutais un podcast de Yomi où il disait le dropshipping aux États-Unis, c'est un business model. En France, c'est une arnaque. Tu vois. Enfin, quand tu dis dropshipping aux États-Unis, bah, t'es entrepreneur. Quand tu dis dropshipping en France, c'est une arnaque, tu vois. Alors que dropshipping, c'est un business model. Mais moi, je remercie Yomi Denzel, tu vois. C'est clair. Parce que il a créé le plus gros master entrepreneurial de France. C'est clair. Tu vois, à un prix abordable. Et aujourd'hui, permettre à des gens qui n'ont pas du tout de culture entrepreneuriale, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont jamais fait de vente, de leur donner une to-do list, tu vois, très claire et très concrète sur ce qu'ils doivent apprendre pour passer à l'action et découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat, mais c'est très bien, quoi. Ouais, c'est très bien. Mais c'est tout aussi bien que le master HEC, tu vois. De toute façon, il n'y a pas d'école, tu vois. L'école, c'est ta mise en pratique. Et s'il faut se planter 10 fois pour y arriver, c'est ok. Tu vois, il y a une... je crois qu'il y a une étude, tu vois, qui a été faite par Y Combinator sur toutes les boîtes qui survivent chez eux au bout de 5-6 ans et qui ont levé beaucoup d'argent et mais qui arrivent à toucher... Enfin, faudrait voir l'output de sortie, mais il y a une étude qui dit que sur toutes les boîtes, sur plein de boîtes qui ont été créées aux États-Unis et dans laquelle Y Combinator a investi et que ces boîtes ont réussi, eh bien, les entrepreneurs ont échoué en moyenne entre 3 et 4 boîtes avant. Donc t'imagines. Ouais, c'est intéressant. Je pense que plus t'échoues au début, plus en fait ton potentiel de réussite sur le long terme il est important. Parce que tu comprends ce que c'est. Et c'est un peu toi ce que tu as vécu, non?
Enfin, en fait, j'ai vu passer quelques posts où tu disais je fais partie de la team besogneux. Ouais, Genre clairement. les mecs qui échouent énormément et bon, ça a pris du temps avant que ça fonctionne. Et ça m'a beaucoup parlé parce que tu vois, moi pour l'instant, je suis pas entrepreneur, moi je sais pas ce que je fais, je tente des trucs, tu vois. Voilà, je suis très content, ça m'intéresse beaucoup ce que je fais. Mais ouais, on voit trop que pour plein de personnes, plein d'entrepreneurs, que ça va très vite. Et moi, je pense que je me suis beaucoup comparé à un moment et ça m'a mis face à ma propre vélocité, entre guillemets, et mes échecs. Et je me dis, putain, eux, ils y arrivent très vite et moi, j'y arrive pas. Ouais. Et toi, t'as vécu ce truc-là? La comparaison aux autres, ouais. Comparaison, C'est grave. d'essayer de se mettre une pression de ouf pour réussir, pour se libérer du salariat, entre guillemets. Même si toi, t'es retourné dans le salariat, j'avais vu pendant que tu lançais le podcast. Ouais. C'était quoi tout ce cheminement pour arriver là où tu en es, les doutes et les échecs, Parce que je sais que t'as fait un burn-out aussi. Ouais, mais c'est le chemin, il est long, tu vois. Ouais. Ça serait difficile de le résumer, mais le moi j'ai besoin d'expérimenter les choses. Tu vois, et je pense que j'ai pas encore trouvé exactement ma voie et exactement là où je vais. Alors je l'ai trouvé via Extraterrien et je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Mais je fais partie des gens qui ont besoin d'expérimenter plein de petits trucs pour être certain de ce qui me plaît et pour savoir ce dans quoi je suis doué. Et j'avais lu une interview de Mathieu Nebra, le fondateur de Open Classroom. Site du zéro. Site du zéro, exactement, et qui disait, il encourageait les jeunes à avoir le plus d'expériences différentes possibles pour ensuite connecter les points et ensuite, tu vois, trouver leur voie. Ouais. Et moi, je pense que je me suis découvert un peu sur le tard parce que toute ma jeunesse, j'ai eu le sport qui prenait trop de place dans ma vie. Et sur la partie business, je m'y suis très peu intéressé, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a tellement de champs il y a tellement de champs des possibles à explorer que j'ai envie de tout tester, tu vois. Ouais. Moi, j'ai monté une agence, j'ai monté une boîte où on a levé plus de 500 000 euros et on n'a jamais fait un euro de chiffre d'affaires, qu'on a planté. J'ai monté des sites d'affiliation, j'ai monté des sites de dropshipping. Là, je fais de la formation, je fais du média. J'ai monté une boîte de services. Mais je me dis, il me reste, je peux créer un restaurant, je peux faire de l'événementiel, je peux faire du retail, je peux faire du produit physique. Enfin, tu vois, il y a 1000 trucs. Et c'est hyper dur de savoir, ok, dans quel domaine tu vas être vraiment le plus doué, tu vois. Et je pense que ceux qui ont des ascensions hyper fulgurantes, c'est parce qu'ils ont un peu cette magie et cette chance de trouver très rapidement là où ils sont bons et d'appuyer sur le curseur. Ouais. Ce qui peut être regrettable, c'est de te dire que d'autres sont bons sur un type d'entrepreneuriat là et d'essayer de te calquer sur eux alors que tu serais probablement un autre type d'entrepreneur, tu vois. Totalement. Et je pense que, tu vois, le père de mon ex, c'était un super restaurateur. Il a monté des dizaines de restaurants. Mais si tu le fous aux commandes d'une agence web ou si tu le fous aux commandes d'un organisme de formation, mais je pense qu'il est claqué au sol. Ouais. Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était tous les jours de faire la tournée de ses restaurants, de motiver ses troupes, de goûter chacun des plats de ses cuisiniers, de taper des gueulantes quand c'était dégueulasse, d'aller voir tous les clients un par un pour leur demander s'ils étaient contents, tu vois. Et d'inviter en vacances les fournisseurs. Bah, ça n'a rien à voir. Sur d'autres types de business, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, faut pas hésiter à chercher, quoi. Il y a plein de façons de faire. Et rencontrer des gens avec un podcast, c'est un très bon moyen de le faire, tu vois. Ouais. De comprendre un peu, ok, quels sont vraiment les unfair advantages qu'il faut avoir pour gagner dans ce type de business, tu vois. Dans le podcast, il y a la longévité et être un peu s'intéresser à beaucoup de choses différentes. Ouais, c'est clair. Bah, j'apprends beaucoup en faisant ça. Et se créer une audience, je trouve que c'est primordial, tu vois. Ouais, complètement. Parce que tu repars pas de zéro, en fait. Une fois que tu as ton audience, bon. Exactement. On sait jamais dans un an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Tu peux capitaliser, ouais. Et du coup, toi, ça a mis du temps avant de fonctionner. Enfin, c'est la première fois que tu as quelque chose qui fonctionne bien, le podcast, là, Extraterrien.
Non, j'ai monté des boîtes avant qu'on bien tourné, dont une que j'ai revendue. Mais j'étais pas heureux, tu vois. J'étais pas heureux, je bossais beaucoup. J'appliquais bêtement ce que je faisais. Et surtout, moi, j'avais des associés aussi qui comblaient un peu mes faiblesses. Et là, c'est la première fois que j'entreprends seul, tu vois. Ouais. Et c'est bien, ça met face à ses peurs, tu vois. Et Et ça là- met face à ses incompétences, tu vois, aussi. Et là, t'es heureux, du coup? Ouais. 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 J'ai jamais été aussi bien placé au bon endroit au bon moment, quoi. Ok. Parce que j'avais vu un truc que t'as dit, je le lis parce que Vas-y. t'avais écrit, je sais pas si c'était lié à ton burn-out. Ton burn-out, il était arrivé quand? C'était pendant extraterrien ou c'était dans tes expériences d'avant? J'en ai fait deux, du coup je pense que j'ai fait un burn-out sportif ado, et le deuxième c'était pendant extraterrien, mais j'étais pas uniquement sur extraterrien. C'était écrit, j'ai passé 6 mois dans le dur. Ouais. C'était pendant extraterrien, ça? Il y avait extraterrien, mais extraterrien à l'époque c'était juste un side project, tu vois. C'était à Ok. côté de School Lab, c'est ça? School Lab, exactement. J'ai repris la direction d'une business unit, tu vois, liée à l'entrepreneuriat. Et en fait, ouais, burn-out parce que j'ai un side project, parce que je suis sur la vente de ma précédente boîte, parce que je suis sur School Lab, qui était un job hyper prenant, et parce que je suis avec quelqu'un avec qui je suis pas du tout en adéquation sur les valeurs, tu vois. Et donc il y a tout qui explose. Ça, c'est très commun. Enfin, tu vois, beaucoup de personnes associent le burn-out au travail. Mais en fait, généralement, à chaque fois que j'en parle et à chaque fois que quelqu'un me donne sa version, c'est qu'il y a eu un tout de plein de choses. Ouais, il y a un élément La déclencheur. relation, soit un deuil, soit la perte d'un être cher, le travail qui va pas très bien, enfin trop de trucs et boum, ça explose, quoi. Ouais, moi, l'élément déclencheur, c'est de voir, d'être conscient d'être trompé, tu vois. Là, ça m'a fait un coup dur. Mais bon, je suis resté dans la situation pendant un petit moment, tu vois, et j'ai mis 6 mois avant de quitter mon job, tu vois, donc ça dure un peu. School Lab, tu veux dire? Ouais. Et là, du coup, extraterrien fonctionnait déjà? Enfin, tournait un petit peu déjà? Ça te ramenait un petit peu d'argent tous les mois? Ouais, ça commençait à rapporter un peu, ouais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si je tente pas tout d'un coup par moi-même, je tenterai jamais, tu vois. Ah oui, ça demande du courage quand même. Après un burn-out, quitter, ou pendant le burn-out, quitter du coup la boîte, une stabilité entre guillemets, et ouais. se lancer à fond. D'accord. Bah, quoi qu'il arrive, tu sais, quand t'arrives tous les matins, la boule au ventre au bureau et tout, ça sert à rien de continuer, quoi. De toute façon, il faut une pause, quoi. Donc, c'est clair. Il y a beaucoup trop de gens qui se lèvent avec la boule au ventre et qui continuent, quoi. Ouais, de toute façon, au bout d'un moment, ça éclate, je pense. Ouais, c'est un état nécessaire. En fait, le burn-out, c'est un état nécessaire pour un changement d'état, en fait. Ouais. C'est que tu supportes plus. T'as écrit, je sais pas si... La dépression, c'est comme la clope, l'alcool ou la coke. Une fois que tu as goûté, tu peux replonger aussi vite que tu en es sorti. Et j'ai trouvé ça ultra puissant. Et je me suis dit, mais putain, la description est top, quoi. Enfin, la définition que tu donnes à la dépression. Donc, t'as l'impression qu'une fois que t'es tombé dedans, tu peux tout le temps retomber en dépression, quoi. Si jamais... De ce que j'ai lu et des rencontres que j'ai fait, déjà, les médecins n'y connaissent pas grand-chose à la dépression. Il faut aller chercher beaucoup de solutions par soi-même. Notamment, tu vois, il y a une étude de Google qui est dans le bouquin Everybody Lies qui dit que les meilleurs vrais remèdes à la dépression, c'est le soleil, aller dans la nature et voir ses amis. Tu vois, et c'est sur des millions de data points qu'ils ont en fonction de ta zone géographique, de toutes tes autres requêtes sur Internet, ils arrivent à établir ça. Aujourd'hui, en France, tu vas voir un médecin, il te dit va voir un psy et il te file des antidépresseurs, tu vois. Ce qui m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, hein. Tu vas voir le médecin, antidépresseur, c'est tout. Ouais. Et c'est la meilleure façon pour te faire replonger, quoi. C'est clair. T'apprends pas du tout à créer ton socle du bonheur. Et en fait, quand tu as fait une dépression, t'as ouvert un truc dans ton cerveau, une connexion neuronale qui s'effacera jamais et qui est associée justement à une certaine à une certaine tristesse. Et du coup, tu dois apprendre à t'en défaire. Et ça passe par une construction du bonheur au quotidien avec des choses qui te sont nécessaires pour être heureux, quoi. Et ta nouvelle relation, tu crois qu'elle t'a aidé à être heureux, à sortir de tout ça? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et les psys? Les psys, ça aide beaucoup. Hein. Ah ouais, c'est important. Après, je pense que c'est un travail à faire toute sa vie.
Euh, c'est... Moi, c'est le budget que je me garde, tu vois, qui est absolument nécessaire, tu vois. Tu vois, si demain, j'ai quasiment plus d'argent, je pense que je préfère manger des pâtes tous les soirs que arrêter de voir ma psy. Donc, c'est... Ouais, non, c'est important. Parce qu'il faut que ça sorte. Alors après, tu peux faire sortir de d'autres manières. Tu en as parlé de l'écriture automatique. Toi, t'avais pratiqué aussi et c'est hyper fort. Mais ouais, moi, en tout cas, ma relation et ma psy, ça a été les deux accélérateurs au bien-être. Moi, je serais pas là aujourd'hui, là où j'en suis. J'y serais pas allé aussi rapidement, tu vois, que si ces deux personnes n'avaient pas été là. Ok. Bon, écoute, Bart, on a bientôt fini. Je finis toujours le podcast avec les petites questions. Tu dois mettre sur une échelle de 1 à 5 les différents thèmes que je vais te donner. Et tu me dis où tu te situes. Ok. Si je te dis santé de 1 à 5, où tu te trouves là? Bah, aujourd'hui, j'ai un petit rhume. Du coup, je vais te dire 4. Mais en vrai, je suis à 5 sur 5. 5 sur 5? Ouais, même 6 sur 5. Top. Tu fais des choses particulières pour être en bonne santé? Sport tous les jours, étirement tous les jours, douche froide, méditation, beaucoup de câlins, beaucoup de sexe. C'est pas mal. Ça fait cliché, tu sais, et genre manger, douche froide, méditation, etc. Mais ouais, ça marche genre, vraiment quoi pour ça toi? en fait partie pour moi, ouais. Après, je pense que la douche froide, c'est plutôt pour l'aspect psychologique, moi, que ça me fait du bien. Tu vois, enfin, en tout cas, je l'ai associé à mon mindset. Moi, je mets la douche gelée et je me dis, je suis le meilleur, je vais y arriver, je vais faire des grandes choses, il y a des gens qui m'aiment, je suis un mec sympa, je suis organisé, je suis influent, je suis un bon manager, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de chance. Tu vois, je me répète mes mantras sur la douche froide. Dépassement de soi, etc. Ouais, exactement. Beaucoup de ça. Amour, du coup? 6 sur 5 aussi, ouais. Ok, top. C'est la première fois qu'on me dit 6 sur 5. Ok. Amitié? C'est plus dur de le nourrir en ce moment parce que mes deux prios, c'est... Mes grosses prios en ce moment sont sur ma boîte et effectivement ma relation que j'ai envie de construire. Du coup, j'ai un peu mis de côté les amis. J'en ai moins. Ok. J'ai aussi coupé les ponts avec toutes les relations d'enfance qui... Enfin, j'ai pas définitivement fermé la porte, mais j'entretiens plus les relations d'enfance qui m'épanouissent plus, quoi. D'accord. Dans lesquelles, en fait, j'ai fait le tour. J'ai plus peur maintenant de dire à une relation, ok, j'ai pris ce qu'il y avait de bon à prendre, maintenant c'est ok, quoi. Je peux m'en aller. C'est difficile, ça, pour les gens. Bah ouais, tu vois, c'est vraiment 50-50, j'ai l'impression. Il y a certaines personnes qui disent, moi, mes amis d'enfance, ils sont toujours là, c'est mon socle et tout. Et t'en as d'autres qui disent, moi, si ça m'apporte rien, ça dégage, quoi. Ouais, ben j'ai les deux, tu vois. Enfin, j'ai des amis d'enfance qui m'apportent encore et j'ai encore la sécurité, tu vois, et j'ai encore la confiance et on partage des choses. Mais j'ai aussi d'autres amis d'enfance où on partage moins de choses, quoi. On partage plus les mêmes passions, on partage plus la même ambition, on se comprend plus. Je dis ça a l'air dramatique, tu vois, mais c'est juste ok, naturel. La flamme, elle s'est un peu éteinte. Si on se revoit, on passe du bon temps, bien sûr. Mais je vais pas chercher à entretenir. Ouais, moi pareil. Ok. Famille? Oula. Pourquoi oula? Je traverse une période un peu dure, justement, où, comme je fais beaucoup de psychothérapie, je remets en beaucoup de choses de mon enfance, tu vois. Du coup, par rapport aux parents, je suis en train de déconstruire beaucoup de trucs. Tu vois, j'ai été un peu sévère avec mes parents tout à l'heure. Tu vois, j'ai aussi bien parlé des névroses que des côtés positifs, mais peut-être un petit peu plus des névroses parce qu'en ce moment, je les étudie beaucoup, tu vois. C'est normal. Mais mes parents, je leur dois tout. Je les aime inconditionnellement, c'est sûr. Je serais pas là aujourd'hui s'ils n'avaient pas été là. Ils ont construit quand même beaucoup de choses dans ma personnalité, et je suis le fruit de leur éducation. Aussi bien les bons côtés que les mauvais côtés, tu vois. Et effectivement, je suis dans une période où je déconstruis un peu les douleurs, tu vois, parce que t'en as. Parce que j'en ai eu. Et que j'aime bien maintenant prendre de la distance avec tout ça. Mais du coup, pour te répondre,
Je vais mettre la moyenne, 2,5. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ouais, c'est bas. Ok. ouais. Et amitié, t'as pas donné de note du coup? Pro? En amitié, t'as pas donné de Ah, note? en amitié? Ah, pardon. 1 sur 5. Ah ouais, d'accord. Donc Ouais. amitié 1 sur 5, famille 2,5. Ok. Et business, du coup, ouais, pro. Ouais, 5 sur 5. Très Ah bien. ouais, d'accord. C'est cool. Donc t'es épanoui là dans ce que tu fais en termes de Carrément. business. De ouf, ouais. Bah écoute, franchement, j'ai trop kiffé l'échange. J'ai appris énormément. J'espère que les gens qui vont écouter, regarder, vont apprendre aussi. Je suis sûr que oui. Et puis, merci, Bart, d'être venu dans le podcast. Ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous n'êtes pas là, enfin, si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Remercier Mike d'avoir organisé tout ça parce qu'il fait ça super bien. Super bon intervieweur aussi. C'est gentil. Et maintenant, c'est moi qui ai envie de te poser les questions. Donc, merci à tous et puis merci à toi. Voilà. Yes. Salut. Ciao, ciao.